Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, des partages plus personnels, pour assister à des lives aussi de temps en temps avec des invités, des revues de lecture aussi qui sont rares en ce moment, et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Dans ce nouvel épisode, on replonge dans l'univers de l'investissement immobilier que j'ai pas exploré ici dans ce podcast depuis un moment. Pas l'investissement immobilier classique, l'investissement immobilier fractionné. Et pour vous expliquer de quoi il s'agit, j'ai invité Jean-Marc Jacobson, cofondateur de Realty, pour en parler avec moi. Alors, l'investissement fractionné, c'est le fait de pouvoir acheter des fractions d'un bien immobilier, ou plutôt de la société qui détient ce bien immobilier, et de toucher donc des fractions de loyer en retour. Et ça n'est possible aujourd'hui que grâce à l'utilisation de la technologie blockchain. Oui, c'est un épisode consacré en partie aux technologies du Web3. Évidemment, ce type d'investissement pose tout un tas de questions que j'ai évidemment posées à Jean-Marc. Comment est-ce que cela fonctionne exactement? Quelle est la différence avec un investissement en SCPI qu'on connaît un peu mieux en France? Quelles sont les limitations mais aussi les possibilités offertes par les technologies du Web3 développées par Realty? Quels types de biens sont proposés sur la plateforme de Realty à l'investissement? Quelle est la fiscalité applicable à ce type d'investissement? En quoi consiste le risque d'un tel investissement? Et y a-t-il la possibilité de bénéficier d'un effet de levier, comme dans un investissement immobilier classique? Après notre entretien, j'ai été curieuse et je suis allée acheter une fraction d'un bien qui se situe à Chicago. En cours de commercialisation sur la plateforme, je suis donc propriétaire de 50,64 $ de cette propriété. Si vous êtes curieux, je vous fais un retour d'expérience à la fin de l'épisode, mais pour l'instant, je vous laisse en notre compagnie. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Écoute, je suis ravie de te recevoir. Tu vas être la deuxième personne que je reçois pour parler de sujets de blockchain, de Web3 comme on dit, tout cet environnement lié à la crypto, à la blockchain, etc. Et donc, écoute, ça me fait pas de mal. Je suis assez contente de me replonger dans tout cet univers, de mettre à jour un petit peu mon savoir. On a pas mal discuté ensemble pour préparer cet épisode. Je sens que je vais encore apprendre des choses et surtout, j'espère que on va tous les deux ensemble apprendre plein de choses aux auditeurs. J'ai hâte. Ne prenez pas peur. Ne prenez pas peur. Restez avec nous. C'est la conversation qu'on va avoir et je vous dévoile un petit peu, mais hyper intéressante parce qu'on va parler d'un sujet qui est complètement à la frontière entre l'investissement immobilier et l'investissement dans le Web3. En réalité, on va beaucoup parler d'investissement immobilier, mais les modalités d'investissement, elles sont complètement différentes de ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, ce qui ouvre plein d'opportunités, ce qui pose plein de questions. Et évidemment, je vais toutes les poser à Jean-Marc parce que c'est pas simple. Mais soit que ce sujet vous intéresse pour investir, soit que ce sujet vous intéresse pour votre culture, mais les deux sont de bonnes raisons de rester avec nous pour écouter cet épisode. Alors, est-ce que tu peux te présenter, Jean-Marc, brièvement pour les auditeurs? Avec plaisir. Mon nom est Jean-Marc Jacobson. Je suis canadien. Je viens de l'industrie de l'immobilier. Mon frère et moi, nous avons créé une foncière au Québec et aux États-Unis pendant les années 2000, enfin fin des années 90 et toutes les années de 2000 jusqu'à 2010, que nous avons revendu par la suite. Nous nous sommes lancés après dans la blockchain. À l'époque, c'était Bitcoin. Donc, en 2011, nous avons découvert cette chose bizarre qui était le Bitcoin. Nous nous sommes lancés dedans. Nous sommes devenus rapidement, je ris parce que c'était vraiment quelque chose de bizarre à l'époque. Et puis, il y avait beaucoup de méfiance et beaucoup de mauvaise presse autour. Donc, ça faisait bizarre de passer du monde immobilier où
On était très respectés au monde blockchain où on était, c'est qui ces gens-là? Donc, ça faisait tout un changement. Donc, mais on a mordu dedans, on a persévéré, on est devenu parmi les premiers mineurs industriels aux États-Unis. En 2013, nous avons créé la première ambassade Bitcoin du monde à Montréal, où nous avons dédié un de nos immeubles sur le boulevard Saint-Laurent à la communauté Bitcoin. Et nous avons toujours voulu rejoindre les deux, l'immobilier et la blockchain, toujours. Mmh. Et c'était pas très possible de le faire à cause de la technologie, qui n'était pas prête. On savait que le Bitcoin était qu'une application de la blockchain, l'application étant la monnaie, et qu'on pouvait en faire d'autres, mais la blockchain de Bitcoin est très difficile à programmer. Seulement, voilà, en 2016 est survenu Ethereum. Avec Ethereum, on pouvait programmer des contrats intelligents, ce qu'on appelle les smart contracts. Et donc, la technologie est devenue possible pour rejoindre les deux, le monde immobilier et le monde de la blockchain. Mais le juridique n'a pas suivi. Parce que Mmh. c'est bien beau de dire que ce token représente un immeuble ou représente une part d'un immeuble. D'accord, Oh selon là, qui? déjà tu rentres trop dans les détails. Là, on a dit Déjà là, token, on a dit voilà. Alors on va dire, un token, c'est comme un Bitcoin. Un Bitcoin vit sur une blockchain on et va en son reparler de toute expression, façon. On d'accord. va vulgariser Donc, un petit peu le on va vocabulaire parce que vulgariser tout il à y a fait, c'est ce besoin. qu'il faut faire. Donc, en fait, le juridique ne suivait pas. Puis en 2018, il y a eu un précédent aux États-Unis qui a fait que mon frère et moi, nous avons créé donc Realty en février 2019, qui permet de l'investissement fractionné en immobilier sur la blockchain. Et depuis 2019, c'est cette aventure que l'on a en ce moment. Ouais, ce qui est génial, c'est qu'on est encore au balbutiement de justement de cette rencontre entre, le monde réel et puis, le monde de la blockchain qui, pour moi et comme pour beaucoup de gens, paraît encore un petit peu, nébuleux. Pas forcément nébuleux, dans le sens, opaque, ou mauvais, mais dans le sens, compliqué. Voilà, et donc et aussi avec peu de, les sous-jacents, sont difficiles à comprendre. Le lien avec le monde réel, le monde physique est pas toujours simple à comprendre. Et ce projet, le vôtre, ce projet et de manière générale les projets qui mettent justement en concordance l'immobilier avec la blockchain sont des projets qui sont assez facilement compréhensibles contrairement à plein d'autres projets. Et donc c'est un vrai, pour moi là on va parler de choses honnêtement, on va quand même vulgariser, parler un peu des concepts de base, c'est tout un vocabulaire, hein, la blockchain. Mais honnêtement, c'est relativement accessible et c'est ça qui est plutôt chouette. Et en fait, le, au-delà du fait que vous êtes passionné de la blockchain et que vous avez toute cette expertise en immobilier, il y a ce constat qui est l'immobilier est quand même un investissement qui est euh, peu accessible ou pas accessible à tous parce que tout simplement il faut trouver des biens, il faut faire des recherches, éventuellement il faut avoir des contacts et puis surtout il faut avoir soit l'argent, soit la capacité de lever de l'argent. Et donc on parle de à minima plusieurs dizaines de milliers d'euros et ça c'est dans tous les pays du monde, hein, pour acheter de l'immobilier, pour l'acheter et ou le rénover les deux ensemble et commencer à l'exploiter. Donc ça veut dire une mise de départ pour un investisseur qui est toujours d'une dizaine de milliers d'euros, avec des frontières juridiques, géographiques qui sont assez énormes. Un Français n'a pas énormément de facilité pour investir à l'étranger, sauf si éventuellement il y réside et qu'il y a ses revenus qui sont domiciliés. À l'inverse, un Français qui vit à l'étranger va aussi avoir du mal à investir en France s'il vit et travaille à l'étranger. Donc c'est aussi un marché qui est très géographique avec des lois, des réglementations qui sont très locales. Et donc c'est aussi un des défis que vous avez voulu relever et qui est relevable à partir du moment où on passe dans la blockchain. Il y a aussi un autre élément, c'est une fois qu'on a réussi à faire cet achat dans l'immobilier, si on a besoin de le liquider rapidement, pour des raisons de Y ou Z, ce n'est pas possible, ou c'est difficilement possible. Tandis que donc, ce problème de liquidité est bien connu dans le problème d'immobilier, tandis que grâce à la blockchain, c'est une autre barrière, une autre frontière que l'on éclate complètement. Et la liquidité, dans l'absolu, il y a le temps.
voilà, je mets mon bien en vente, je trouve un acheteur, l'accord se signe chez le notaire. Et puis il y a aussi, et ça dépend des pays, mais en France c'est très flagrant évidemment, si votre bien il est loué, il est occupé, il y a aussi des contraintes. On peut vendre un bien loué. Malheureusement, en général, une petite décote s'applique parce que effectivement, il y a moins de gens qui sont prêts à acheter des biens qui sont déjà loués. Donc voilà, si on veut pouvoir disposer de son bien et le vendre comme on veut, il y a des temps à respecter, des temps pour lesquels on a le droit d'évincer des locataires qui sont en place en toute légalité, etc. Donc ça rend aussi, ça rallonge tout ce temps. En France, quand on est investisseur et qu'on fait de la location classique, on ne peut pas disposer de son bien librement, rapidement en tout cas. Ce qui est certain, c'est que l'immobilier est une industrie éminemment régionale. Elle est géographique, c'est une spécialité géographique. L'immobilier d'Amérique du Nord n'est pas le même que celui d'Espagne, qui n'est pas le même que celui en France ou en Amérique latine. Donc c'est une expérience et une expertise locale, d'abord et avant tout, c'est certain. La blockchain permet justement à des gens de différents pays d'investir dans de l'immobilier et donc aussi dans une devise différente puisqu'on va dans un pays différent. Ceci étant, on peut très bien aussi utiliser la blockchain pour investir dans l'immobilier de son propre pays. Pas la peine non plus d'aller complètement exotique. Tout à fait. Alors parle-moi un peu de Realty du coup, qu'on comprenne un peu le cadre global. C'est quoi Realty? Alors, Realty est une compagnie qui permet de faire de l'investissement immobilier Mhm. fractionné C'est-à-dire? sur blockchain. Fractionné, c'est-à-dire qu'à la place d'acheter une maison individuelle euh, entière Entière. ou acheter un immeuble à rentabilité, par exemple, un immeuble avec plusieurs étages, euh, on n'achète qu'une part de cette Une propriété, fraction. donc on le fractionne. Mm. Donc, si une propriété vaut, on va dire, 1 million d'euros, on va acheter pour 100 euros de cette propriété et notre bénéfice économique suivra la valeur de la propriété et la rentabilité de cette propriété sera au prorata On touchera une fraction de cette rentabilité de la nette. rentabilité, qui est une conjoncture entre la valorisation du bien et les loyers perçus. Alors, chez Realty, nous avons séparé les deux. Il y a la rentabilité que l'on met très clairement sur le site escompté. Après, il y a la réalité de ce que l'on reçoit toutes les semaines. Jusque-là, Realty a un track record quasi parfait. Donc, on est très fiers de ça. Puis, une fois par an, effectivement, on fait l'évaluation du bien immobilier par un professionnel indépendant qui est reflété dans la valeur de la fraction puisque la propriété a pris une nouvelle valeur, toutes les fractions sont réajustées de la même façon. Ok, donc j'ai pu acheter une fraction à 100 euros, voilà, une fraction 100 euros, et peut-être Tout à qu'un an fait. après, elle vaudra 102 ou 105 ou 110. C'est Elle peut aussi exactement valoir ça. 98, j'imagine. Absolument. Le marché immobilier est un marché, il y a des hauts et des bas. Bien que il semblerait que beaucoup d'experts français, je parle beaucoup avec des francophones en ce moment, et des Français, parce que nous cherchons à faire des produits, enfin des propriétés françaises. Donc, on cherche des experts locaux. Mm. Mais il paraît qu'à Paris, ça ne fait que monter. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, D'accord, je veux bien. en fait, c'est vrai que ça fait très longtemps que le marché parisien n'a pas baissé. Il peut stagner, mais ça fait longtemps qu'il n'a pas baissé. Le fait est que toi qui connais très bien, alors bien mieux que moi évidemment, le marché nord-américain, c'est vrai que le marché français, le marché immobilier français est beaucoup moins volatile que le marché immobilier américain. Donc, ce qui est intéressant pour des investisseurs, c'est que effectivement, via Realty, on peut investir dans des propriétés, peu importe où elles sont dans le monde. Mais c'est important de connaître aussi les différences et du coup d'avoir cette sensibilité. Le marché français de l'immobilier est beaucoup moins volatile que le marché américain, qui peut s'apprécier et se déprécier beaucoup plus rapidement et dans des proportions plus importantes que le marché de l'immobilier. Et ça tient notamment au fait que notre système bancaire est très différent. On prête pas du tout aux mêmes personnes en France, on ne demande pas du tout les mêmes garanties, et ça a un effet aussi protecteur et ça atténue énormément. Ça fait tampon là, pour ceux qui ont l'image, on me voit, mais ça crée un effet tampon et donc ça amortit les chocs à la baisse, mais ça amortit aussi les chocs à la hausse. On a rarement des envolées
l'exception post-Covid a démontré le contraire, mais on a très, très rarement des envolées aussi sur notre marché de l'immobilier en France. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, les creux sont plus profondes et les crêtes sont plus élevées dans l'évolution du marché immobilier. C'est pourquoi aussi chez Realty, nous avons décidé de ne pas utiliser de prêts bancaires sur les propriétés. Mmh. Toutes les propriétés sont achetées cash, sans, sans emprunt, ce qui permet, si jamais il y a un revers de marché ou le marché descend, tout ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est attendre. On continue à recevoir sa rentabilité, on continue à recevoir les revenus nets locatifs, et on attend simplement que le marché se retourne dans une phase haussière, puisqu'on n'a pas ce danger, ce risque de la banque derrière, puisqu'il n'y a pas d'effet de levier bancaire, et j'insiste dessus parce qu'il y en a un autre par la suite, il n'y a pas d'effet de levier bancaire, il n'y a pas de risque. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre. OK. Donc, on est investisseur, on va sur Realty, on peut choisir une propriété, vous affichez un rendement escompté, Mhm. donc un rendement de l'opération. C'est un rendement brut, comment vous le calculez? Alors, on le calcule, on prend la valeur de la propriété. Il y Mmh. a deux aspects. Il y a déjà ce qui rentre et après ce que Ouais, ça a coûté. ouais, Dans ce que ça coûte, on prend la valeur de la propriété, ouais, plus un budget de rénovation imminente, ouais, plus un budget de réserve de maintenance, OK, plus des frais annexes à l'achat, comme des frais administratifs, il y en a toujours. ouais, Et puis bien sûr le coût d'acquisition de la propriété qui représente le gros du morceau, tout à évidemment. fait. On prend le tout et on dit voici l'enveloppe à lever, les fonds levés qui sont nécessaires de lever pour pouvoir acheter cette propriété. OK, Donc ça, c'est le total. Donc il y a déjà des réserves dedans, les frais de rénovation et les budgets de rénovation et les budgets de réserve de maintenance. De l'autre côté, il y a ce qui va faire le revenu. Il y a les loyers, mais les loyers sont bruts. De ces loyers, on enlève les frais de gestion. Donc les propriétés sont toutes gérées par des professionnels de la gestion locale, OK. locaux, locales. Donc, Des professionnels locaux de la gestion des professionnelle. professionnels locaux, Voilà. voilà, des professionnels locaux. Ils prennent leurs frais, évidemment. On déduit les frais d'utilitaire, l'eau, l'électricité, pour la portion du propriétaire. On déduit les taxes foncières. OK. On déduit les frais de maintenance escomptés, l'assurance, etc. Et on arrive à un montant net. OK, donc tu prends les loyers nets, toi, dans le calcul de ton rendement? Absolument. Loyer Nous net, prenons les loyers OK. nets. Loyer net des frais que tu viens d'évoquer et tu divises le tout par le montant de ton projet. Et on n'inclut pas dans notre calcul la valorisation escomptée future du bien immobilier comme beaucoup le font. Quand on donne la rentabilité, il s'agit de la rentabilité et non pas Du rendement. on n'inclut pas dans oui, et puis on inclut le fait d'après le marché immobilier, dans 2 ans, cette propriété vaudra tant. Il y a OK, beaucoup qui font ça. Chez nous, la rentabilité, c'est vraiment le rendement. La exactement. valorisation, c'est une autre chose. C'est la différence entre rendement et rentabilité d'ailleurs, où on inclut, Absolument. la plus ou moins value réelle ou escomptée, sur le bien. Donc vous, vous restez sur un calcul rendement, c'est-à-dire Oui, les loyers annuels nets, on a bien compris, et tu oui. divises par le montant, du À total du investir, projet. Voilà, le montant total tout à à fait. investir pour le projet et donc ça te donne un pourcentage et quelle est cette fourchette, de rendement, net du coup que tu présentes? Alors, dans l'immobilier, on trouve de tout. Delphine, on trouve de tout dans l'immobilier. Nous, Tout à notre fait. spécialité à Rémi et moi, c'est de l'immobilier résidentiel à haut rendement. Donc, qui dit haut rendement dit de l'immobilier de classe. Aux États-Unis, on appelle ça classe C, avec des immeubles plus anciens. Donc, beaucoup de maintenance et souvent destinés à pour des gens qui ont des revenus plus modestes. Ce n'est pas à l'opposition de l'immobilier de luxe, par exemple. Mmh. Donc, le but de Realty était vraiment de donner de la rentabilité et de pouvoir construire un revenu passif pour l'investisseur Ouais. facilement, régulièrement, sans douleur, avec des tranches d'investissement de 50 $, 50 euros, et le faire régulièrement. Au bout de 10 ans,
avec l'évolution de la valeur de l'immobilier et avec les rendements, la rentabilité qu'il y a eu sur cet investissement, on se surprend. On se dit: «Waouh!» On lève le nez, on se rend compte qu'on a quand même une belle cagnotte. Donc c'était ça le but. Donc l'immobilier qu'on a fait, c'est de l'immobilier résidentiel parce qu'on fait ce qu'on connaît. C'est Mmh. quand même ça la base. Notre expertise, on a fait ça pendant plus de 20 ans. Notre expertise, c'est l'immobilier résidentiel d'Amérique du Nord. C'est ce qu'on a fait, et la fourchette de rendement varie entre 6 jusqu'à quand on a démarré en 2019, on avait du 13. Aujourd'hui, on l'a plus. Fini, les prix ont augmenté, et cetera. Bon, même est-ce qu'ils vont baisser, ça c'est une autre histoire, mais aujourd'hui, on peut aller jusqu'à 10, 11. 11, on ne le voit pas non plus. On peut voir du 10. OK, maintenant je vais commenter ces chiffres. Bien Heu, sûr. alors, en tout cas pour le marché français, c'est pas mal. Attention, attention, si je faisais de l'immobilier à Manhattan ou dans les luxes, j'aurais du 1%, du 2. Pour le marché On est français, j'ai d'accord. parlé des acteurs qui, eux, ont du 10. Simplement, ils vont en province, ils vont dans des endroits peu connus et ils travaillent et c'est un métier, c'est plus difficile et il y a plus de risques, etc. Mais ils l'ont aussi. Alors l'immobilier à haut rendement, effectivement, c'est de l'immobilier qui se fait hors grande agglomération. Absolument. C'est En Europe, c'est comme c'est ça. c'est c'est une règle, alors voilà, moi je connais pas le marché nord-américain, mais effectivement en Europe, c'est comme ça. L'immobilier parisien, on va retrouver du 1, 2, 3 et encore, moi je vais parler en brut parce que ma référence, c'est souvent plutôt du brut. La différence par rapport à ton calcul à toi, c'est que moi je prends les loyers bruts et je vais pas les défalquer des différents frais dont tu as parlé. Donc potentiellement, moi quand je parle en rendement, en plus, du coup dans mon calcul, ils sont censés être même un peu meilleurs que les tiens. Donc quand je dis que c'est 1, 2, 3% à Paris, ben, en réalité, en net, on va s'approcher vraiment des 1, voire des 0 à Paris. C'est comme ça. Et donc quand tu me dis que tu peux aller chercher entre 6 et jusqu'à 10, je suis d'accord avec toi. Au-dessus, en rendement net, c'est de plus en plus rare, en tout cas pour le marché français que je connais bien. Ça va être de plus en plus rare, mais c'est encore tout à fait accessible. 6, c'est encore tout à fait accessible. Il n'y a rien qui m'étonne là-dessus. Et donc, un des avantages aussi, et t'en as parlé sans en parler encore, c'est que donc tu peux commencer à 50 euros. Donc, tu achètes une fraction d'un immeuble, voilà, tu achètes une part qui peut être les parts minimum, vous les mettez visiblement donc à 50 euros. Après, il y a peut-être certains projets où les parts sont à 100 euros minimum, ça va peut-être dépendre des projets, mais en tout cas, l'investissement minimum, il est faible. Et on touche sa quote-part de loyer toutes les semaines. Oui. Et ça, c'est dingue. Au début, on le faisait tous les jours. Donc au début, on touchait sa quote-part tous les jours. Mais après, c'est devenu Une administrativement très usine à lourd. gaz. Et puis, il y avait le problème sur la blockchain, il y avait des frais de transaction qui faisaient que c'était plus très rentable. Bon, maintenant, on le fait une fois par semaine. On a maintenu ce rythme, mais c'est très, très bien et ça marche parfaitement bien. Donc, tous les lundis, on se réveille et on a reçu sa quote-part. En réalité, pour les Français qui connaissent le produit qui s'appelle la SCPI, alors je ne sais pas si tu es familier de ça, mais Oui, on, un peu. on est sur un principe parce en fait, on est propriétaire d'un titre et non pas de la pierre. On a une fraction d'un ensemble qui détient, lui, là, en l'occurrence, une propriété. Dans la SCPI, on détient la fraction d'un ensemble qui détient beaucoup de propriétés. Il y a une Euh, différence notable. À alors, plusieurs dis-moi. différences que je tiens à Oui, il y en souligner. a plusieurs. Oui, Il y en a pas oui, il y en qu'une. a plusieurs. D'abord, dans la SCPI, vous détenez une part d'un titre d'un ensemble, Oui, comme vous l'avez dit. C'est très vrai. Chez Realty, vous détenez une part qui représente donc ce token, cette part, cette fraction, qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente une action de la compagnie qui détient un bien et non pas un ensemble. oui. Donc, quand vous achetez une action de cette compagnie, vous achetez indirectement une part de cette propriété uniquement. Donc déjà, vous pouvez la choisir ou pas. Ensuite, dans la SCPI, le marché secondaire se fait que s'il y a quelqu'un d'autre derrière qui accepte de racheter. Si vous voulez revendre votre titre, il faut attendre, il y a des dates, et après, c'est pas sûr que quelqu'un derrière puisse que ça se fasse.
Plus ou moins, c'est ce que Oui, j'avais non, c'est cru assez comprendre. liquide parce que, C'est assez liquide, d'accord. voilà, en tout cas dans les SCPI un peu classiques, c'est assez liquide, c'est assez liquide. Il y a Mais quand on même pourrait une se barrière à retrouver l'entrée. dans Oui, l'absolu, comme tu dis, il pourrait avoir la situation où personne ne veut rentrer et des gens veulent sortir oui. et là, on ne pourrait pas sortir. Mais dans un fonctionnement normal de marché, effectivement, on sort assez, facilement, mais ça n'est pas garanti comme je suis tout à fait d'accord. Ensuite, il y a également la barrière à l'entrée qui est quand même plus élevée que 50 €. Je me demande si, Je genre pense les je pense, minimums, non? là, je travaille sur le sujet parce que j'ai un partenaire, Je serais curieux de savoir. Parce que moi, ce que j'avais vu, c'était plusieurs milliers d'euros quand même, hein. mais en réalité, alors ça va dépendre des SCPI, tu vois? Celle que j'ai en tête, on est à la part, on est quelque part à plusieurs centaines d'euros, la part et c'est rare qu'on n'achète qu'une part. En réalité, il y a même des fois D'accord. des montants de souscription minimum, Minimum, qui tout à fait, c'est correspondent ça, à 2, 3, 4, 5 parts et cetera. c'est Donc ça. oui, on va investir en SCPI pour plusieurs milliers d'euros minimum en général, oui, tout à fait. Et finalement, il y a aussi, son mot à dire sur la gestion. C'est la SCPI qui décide, c'est la gestion de la SCPI qui décide de tout. Et la SCPI a un horizon normalement pour vendre les biens à telle date, et vous faites que suivre. Dans le cas de Realty, vous êtes actionnaire. Donc, on vend le bien que si l'opportunité est bonne et que si ça a été mis à vote des actionnaires. C'est-à-dire que vous avez quand même un impact direct sur ce qui va se passer. Pour toute décision qui impacte plus de 50% de la valeur de la propriété, ça doit être soumis à un vote. Alors, on ne va pas soumettre à un vote toutes les décisions de la Non, ce que gestion. j'allais Ça, c'est dire. le propriétaire qui s'en Il occupe. y a une quote-part de Mais ravalement à payer, ou un ravalement à payer, mettons, c'est 15-20 000 sur une propriété qui en vaut 300, tu vas pas, tu fais quoi? Tu soumets au vote ce genre de décision ou pas? Parce que là, on n'est pas sur la moitié de la valeur du bien. alors, le ravalement, c'est quelque chose vraiment de très français, je pense. Mais on va dire amélioration du bien, etc. On peut en parler. Donc, euh, dans notre type d'immobilier que l'on fait pour l'instant, qui est de l'immobilier donc résidentiel, nous avons effectivement différents types d'interventions possibles. Et donc, la question se pose, comment est-ce que vous faites les appels de fonds? Mmh. Vraiment, puisque on peut imaginer dans un bien d'environ, on va dire 1 million de dollars, Ouais. on a à peu près entre 900 et 1300 token holders qui sont dans Mmh. 135 pays différents. Donc, Ça doit être sympa il les faut AG. Les sans assemblées blague. générales. Heureusement qu'il y a la blockchain, justement, Ouais. pour faire des AG. Et pour faire aussi des votes exceptionnels. Il y a des mesures exceptionnelles, on n'attend pas nécessairement l'AG. Il peut y avoir un moment où on est obligé de prendre une décision, et dans ce cas-là, on soumet à un vote. Euh, Quels sont les types de décisions qu'il faut avoir? Est-ce qu'à un moment, on va décider d'un effet de levier ou pas, un emprunt bancaire ou pas? Ce serait soumis à un vote. Ce n'est jamais arrivé jusque-là. Ce n'est pas dans dans l'évolution de Realty. Il se peut qu'on décide bon, souvent les maisons individuelles ont un petit parking à côté, un petit garage. Se peut qu'on décide de faire une unité, un appartement sous le grenier, on va dire, du garage. C'est quelque chose qui se fait assez fréquemment, mais ça coûte de l'argent. Donc ça, on le mettrait à un vote. Il se peut qu'on décide d'aménager, de construire sur le terrain qui appartient à la maison ou à la propriété. Ça serait soumis à un vote. Ensuite, il y a aussi des impératifs de temps en temps. Il peut y avoir des rénovations urgentes, Mmh. nécessaires, accidentelles. Et dans les rénovations, on peut les distinguer en trois, en fait. Il y a les rénovations prévues, de longue date. Celles-là, on les budgétise et on met de côté tous les mois. Et on dit dans 5 ans, il faudra renouveler le toit. On met de côté ce qu'il faut. On a les rénovations aussi prévues à l'achat. C'est-à-dire que lorsqu'on a acheté, on sait qu'il y aura telle et telle rénovation à faire dans l'année. Celles-là, elles sont budgétisées à l'achat même. Mmh. J'en ai parlé au début. Et ensuite, il y a les accidents. Un feu, un arbre qui tombe, un ouragan, peu importe quoi. Les propriétés sont assurées. Il y a quand même une assurance qui vient et qui va dédommager et qui va permettre de faire les rénovations. Maintenant, il se peut des fois que l'assurance là fait son travail, ça marche bien, mais ça met trop de temps. Des fois, ça peut mettre l'administratif d'une assurance peut mettre des fois un peu plus de temps Oui, que oui, tout à nécessaire. fait. Dans ce cas-là, on a un groupe d'investisseurs qui avance de l'argent sous forme de prêt et on fait les travaux. Une fois que l'assurance paye
ils se remboursent à l'argent d'assurance, ou alors ils se remboursent quand les travaux sont finis, au prorata, au fur et à mesure des loyers qui tombent. Tout ça est une mécanique en marche, prévue, et qui fonctionne très bien, et qui a déjà fonctionné. On en a eu des problèmes. Ça fait 3 ans et demi que nous sommes en opération. Quand on a plus de 1000 unités à gérer dans un parc immobilier, on voit déjà de tout. Déjà sur 3 ans et demi, on a vu un peu de tout. Et malgré ça, notre rentabilité a été exemplaire. Alors, du coup, toi, aux États-Unis, c'est vous qui gérez ou vous travaillez avec des sociétés indépendantes qui font la On gestion? travaille avec des sociétés indépendantes, certes, mais n'oublions pas que Rémi et moi, on vient du monde de la Tout à gestion fait. immobilière, de ce type d'immobilier. Donc, on sait quand même où regarder, quoi contrôler, quoi permettre aux gestionnaires de faire, leur dire que là, les budgets ne vont pas, il faut tout refaire. Et quand on sait que certains types de travaux peuvent coûter très cher, si on passe par un intermédiaire ou un gestionnaire de propriété, on sait créer des équipes pour le faire nous-mêmes. Ce qui permet justement d'avoir cette rentabilité régulièrement. Parce que c'est là que le secret de l'immobilier, du moins aux États-Unis et au Canada, c'est l'argent, le profit ou la qualité se fait à l'achat, premièrement, et deuxièmement, dans la gestion. Voilà. Donc, si jamais la gestion n'est pas solide et bien serrée, effectivement, la rentabilité ne suivra pas. Or, nous, Rémi et moi, c'est quand même quelque chose qu'on connaît. C'est pour ça que chez Realty, nous avons choisi ce type de bien immobilier parce que nous le maîtrisons, nous le connaissons. Chez Realty, nous cherchons en ce moment, et nous sommes très près de signer quelques accords, des experts qui vont venir se joindre à notre équipe pour pouvoir proposer des biens différents de notre expertise, mais qui seront la leur et qui donc s'en occuperont comme nous on s'occupe de l'immobilier résidentiel nord-américain. Ok. Donc là, tu penses à des gens qui sont spécialisés peut-être dans l'immobilier de bureau ou dans l'immobilier commercial ou ce genre de choses? Ou dans l'immobilier résidentiel en Espagne, ou dans l'immobilier résidentiel en France ou en Hmm. Belgique, ou dans l'immobilier de résidence étudiantes. Ce sont des niches aussi, Oui, tout à fait. les résidences étudiantes, etc. C'est un métier. Il faut savoir comment dessiner cet immobilier, comment créer la connectivité, les salles communautaires, les endroits de travail, etc. C'est pas quelque chose que Rémi et moi nous faisons. Nous cherchons des partenaires dans ça. Oui, on en parlait en off quand on a discuté avant, parce que tu me disais effectivement, il y a des spécificités locales qu'on connaît mal, et notamment en France, les règles de protection des locataires, la difficulté à évincer le locataire, la protection en cas de loyer non payé par les locataires, etc. Et tu disais, mais en fait, il y a des gens en fait, qui ont toujours évolué dans ce marché-là et qui connaissent très bien ces contraintes-là et donc qui savent comment on fait. Donc, les niveaux de provision qu'il faut faire quand Exactement. effectivement, voilà, ce genre de choses, parce qu'effectivement, on ne fait pas les mêmes niveaux de provision sur un bien aux États-Unis que sur un bien en France, parce que ce risque-là, par exemple, le risque d'impayé de loyer, il n'est pas le même. Aux États-Unis, je paye pas pendant, alors je sais plus si on paye à la semaine ou au mois 3 semaines. d'ailleurs. Non, non, Voilà, c'est à la semaine. au bout de 3 semaines de retard, je peux démarrer la procédure d'éviction qui aura lieu dans les semaines Voilà. qui suivent. Bon, Donc c'est un voilà, autre il n'y a monde. pas de problème. C'est un autre monde. C'est un Il autre y a monde. des États aux États-Unis où c'est pas le cas. En Californie, par exemple, il y a une protection du locataire qui ressemble plus à celle de la France. C'est quand même pas la France, mais qui y ressemble plus. Donc c'est plus compliqué, mais on travaille pas avant en Californie. Donc du coup, effectivement, ça nécessite, comme tu disais, hein, c'est un marché qui est éminemment local et avec des gens qui Absolument. savent comment on fait, comment on provisionne pour ce genre de cas, comment aussi on choisit la sélection des locataires, ce genre de choses. Effectivement, c'est pas vous derrière votre ordinateur qui recevez les dossiers de location pour votre immeuble de 10 ou 12 logements. Voilà, donc d'où l'importance d'avoir un bon partenaire sur place et comme tu le dis, effectivement, un bon gestionnaire. Ne serait-ce que le gestionnaire qui laisse pas traîner ses dossiers, qui crée pas de vacances locatives, qui est capable de trouver des locataires rapidement au pied levé parce que les loyers ne sont pas garantis. Mais ça,
si je finis ma comparaison avec la CPI, il me semble que c'est pas garanti non plus, hein. Vous pouvez avoir des variations de loyer, même si dans les SCPI, il y a souvent un panachage d'immobilier commercial, de bureaux, etc. Mais en tout cas, vous, les loyers ne peuvent pas être garantis de ce fait-là, hein. Vous avez un incendie, vous pouvez reloger personne pendant 3 mois, évidemment, vous ne verserez pas de loyer pendant cette période-là. D'un autre côté, rien ne vous empêche d'acheter des tokens de différentes propriétés. Et quand il y aura différents types de biens, déjà à la Charité, on a des biens de vacances qu'on appelle, on a deux petites propriétés près d'Orlando, destinées au marché des vacanciers qui vont à Disney World. On a un bien de luxe. On a déjà plusieurs types de biens, Mmh. mais donc à vous de créer votre diversification. Et quand on aura différents biens avec des partenaires dont ce sera l'expertise, vous pourrez créer votre propre portefeuille. Vous pourrez même choisir peut-être un portefeuille spécialisé dans une ville ou un portefeuille spécialisé dans un type d'immobilier. Ouais. Par exemple, je ne veux que des maisons individuelles, ou je veux que des multifamilles, ou je veux que de l'immobilier commercial, etc. Moi, je trouve ça fascinant parce que ça ouvre la porte à la diversification géographique, ce Absolument. qui est en immobilier très compliqué à faire, sauf évidemment géographique française quand on est dans son pays. Et aussi, bah, pour pouvoir commencer à diversifier son patrimoine immobilier en France, déjà, il faut du patrimoine. Donc, ça veut dire autre chose que sa résidence principale. Et on revient sur les questions du début, c'est-à-dire que c'est pas tout le monde qui a 10, 15, 20 propriétés, alors que là, on peut diversifier ses investissements sur potentiellement 10, 15, 20 projets qui ne sont pas que en France. Il peut y en avoir en France, il peut y en avoir pas du tout en France, il peut y en avoir ailleurs. Et ça, c'est intéressant. Et si jamais vous n'êtes pas satisfaite, si jamais vous avez besoin d'argent, c'est très liquide. Aussi bien dans le marché secondaire de Realty qui existe et qui est très réactif et très profond et qui fonctionne maintenant depuis près de 3 ans, donc très actif, mais aussi par le marché primaire. Si vous voulez pas vous embêter avec les marchés secondaires, vous pouvez revendre directement à l'émetteur à travers le site de Realty. Donc, si jamais, pour des raisons quelconques, vous avez créé votre portefeuille, mais vous avez besoin d'en vendre une part ou la totalité, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas marié. Parle-nous un peu justement de cette liquidité, parce que c'est intéressant, ça fonctionne très différemment de l'investissement immobilier classique. Donc, c'est intéressant de pouvoir comprendre comment ça marche. Donc, je veux me débarrasser de tout ou partie de mes tokens. Donc, on n'est pas encore trop rentré dans le détail, mais un token, vous l'avez compris, c'est une part, une fraction du bien qu'on a acheté. Et donc, on peut avoir beaucoup de tokens. On peut avoir, voilà, on achète X tokens au moment de la souscription initiale et puis après, éventuellement, si on en rachète ou pas sur le marché secondaire. Aujourd'hui, nous avons développé chez Reti une interface simplifiée où on ne voit même pas le token ou ce qu'on appelle le wallet. On ne le voit même pas. Vous voulez investir dans de l'immobilier fractionné, vous y allez, vous achetez et sur votre site expérience très traditionnelle, vous verrez simplement que vous avez acheté telle fraction, que vous recevez tant de distribution brute nette, je veux dire, toutes les semaines, et vous pouvez acheter ou vendre en appuyant sur un clic. Ça, c'est l'interface simplifiée que l'on a. Et comme ça, vous avez et réellement de l'inscription, donc le KYC, etc., jusqu'à l'achat, ça vous prend 1 minute 30 à peu près. Donc, c'est l'interface simplifiée. Qu'est-ce qui se passe derrière? Derrière, il y a le fait que vous achetez un token. Le token, c'est quoi? C'est aujourd'hui, le token chez Realty, c'est une action, c'est l'expression, c'est vraiment l'action d'une propriété qui détient un bien exprimé sous forme de token cryptographique, c'est-à-dire une certification qui existe que sur la blockchain. Et c'est la seule façon d'être actionnaire de cette compagnie. C'est-à-dire que dans les statuts même de la compagnie, la seule façon de devenir actionnaire de cette compagnie, c'est d'acheter un token cryptographique. Ce token cryptographique, ça s'appelle comme alors, des gens mélangent beaucoup souvent les crypto-devises, comme Les Bitcoin, comme crypto-monnaies, ouais. Litecoin, Ouais. etc., et les security tokens ou les crypto-actifs. C'est des mondes différents. La seule chose qu'ils ont en commun, c'est la technologie blockchain derrière. C'est tout.
On refait un petit topo sur la blockchain. Je pense que voilà, Avec il y a, plaisir. il y a besoin de rapidement, parce qu'il y en a qui découvrent, il y en a qui découvrent pas, mais voilà. Euh, la technologie, la blockchain, c'est la technologie qui sous-tend tout ce monde De Web3. du Web 3 C'est en fait, la blockchain est un registre décentralisé, un registre comptable décentralisé. C'est comme ça qu'il faut imaginer la comme chose. une base On de parle souvent de données, Web3. mais qui n'est pas... C'est vrai, ce n'est pas une base de données, justement, c'est Ah, un d'accord. registre. Ok. Les bases de données, c'est autre chose. On les utilise, on doit les créer. On a accès aux informations comme on a accès aux informations d'un registre. Donc, dans la mesure où un registre est une base de données, oui, mais ça n'a pas les mêmes fonctions qu'une base de données SQL qu'on peut aller chercher, qu'on peut créer, sur lequel on fait du big data, etc. C'est pas la même chose. C'est un élément d'une grande base de données, mais c'est vraiment le registre. Parlons de ce que c'est que le Web 3, parce qu'on parle souvent de Web 3 sans même avoir défini Web 1, Web 2, Web 3. Donc, là, au début, quand Internet est apparu, donc surtout dans les années 90, alors que ça venait bien avant, mais dans les années 90, il y a eu l'interface graphique qui est apparue. Ça a permis vraiment l'essor de ce qu'on appelle Internet aujourd'hui, tel qu'on le comprend. Et le Web 1, c'était donc l'accès à l'information. C'était ça. On pouvait avoir accès à l'information massive partout dans le monde en quelques clics, facilement. C'était la première révolution. La deuxième, Web 2.0, c'est l'interaction, c'est-à-dire les réseaux sociaux, c'est pouvoir interagir, échanger, partager. Le chat, C'était le Web 2. la visio. Le chat, exactement, toutes ces fonctions qui sont très riches. Le Web 3, c'est l'échange de propriétés. C'est l'échange de choses qui, par exemple, une monnaie. Si moi je vous envoie un email, vous le recevez, mais moi je l'ai aussi. Par contre, si je veux vous envoyer $1, je veux m'assurer que vous le recevez, mais que moi je l'ai plus. Pour ça, il faut un registre. La blockchain permet de le faire. Alors on peut dire, oui, très bien, mais les banques, c'est ce qu'elles font quand elles sont en ligne. Quand je vais sur ma banque en ligne, c'est ce que je fais. Ce n'est pas pareil. Dans le cas de la banque en ligne, vous avez accès par Internet à un acteur, un professionnel qui s'occupe de ce registre. Il est centralisé, il est connu, il est quelque part. Dans le cas de la blockchain, c'est la technologie elle-même qui est décentralisée, qui s'occupe de balancer ce registre. Donc, elle n'est pas attaquable, elle est immuable et elle est par nature même. Elle appartient à personne. Elle appartient à personne. Et elle est. C'est un protocole. Elle est infalsifiable et elle est stockée sur des milliers et des milliers d'ordinateurs dans le monde. Dans le monde. Et les gens qui disent, oui, mais regardez tous les scandales qu'il y a eu sur les blockchains et tous les hacks et tous les trucs et les gens qui sont perdus. Il ne faut pas tout mélanger. La blockchain Bitcoin n'a jamais été hackée, pas une seule fois. Ça fait plus de 10 ans qu'elle est là. D'accord? Pas une seule fois. Aujourd'hui, nous n'avons pas la technologie pour le hacker. Est-ce que ça viendra un jour? Peut-être. Mais si jamais ça vient, on aura d'autres soucis parce que toutes les transactions sécurisées ne seront plus sécurisées. Donc, on aura d'autres chats à fouetter à ce moment-là, croyez-moi. Mais la blockchain elle-même est vraiment infalsifiable et immuable, une blockchain solide. Ce qui est hacké, c'est les acteurs autour. C'est les gens qui ne font pas attention, qui ne savent pas l'utiliser. C'est des acteurs peu scrupuleux ou des acteurs sincères mais qui prennent des risques démentiels avec l'argent de leurs investisseurs. C'est ça le danger. Ce n'est pas la technologie elle-même. Donc, il ne faut pas tout mélanger. Il faut faire attention. L'utilisation de la technologie, elle peut être très, très bien faite. Et aujourd'hui, la technologie n'a pas été hackée. Et aujourd'hui, il n'est pas possible, en tout cas en France, je ne sais pas s'il y a un pays du monde qui l'autorise, mais si tu ne passes pas par la blockchain, tu ne peux pas fractionner l'immobilier. Tu ne peux pas permettre à des gens d'acheter des fractions d'immobilier, sauf sur des formats classiques qu'on connaît. Par exemple, j'achète un bien avec mon frère, ma sœur, et donc je suis en indivision ou je suis dans une SCI, mais personne n'imaginerait de créer des SCI
avec 1000 actionnaires et chacun est propriétaire de Exactement. 50 euros. Et puis, Et tous les jours, ça change. et puis la gestion, je te parle même pas de... Encore une fois, on en revient aussi. Voilà, si vous avez envie d'être 100 dans votre SCI, c'est très bien. Mais là, vous allez tomber sur une complexité de la gestion qui va être folle et c'est ingérable. Alors, dans tous les pays du monde, il y a le concept de registre. Il faut garder le registre, effectivement, de qui a quoi à tout moment. Nous, on est un security token, c'est-à-dire que comme c'est une action d'une compagnie, c'est considéré comme une valeur mobilière, on est obligé, par la loi, de tenir un registre permanent, de savoir qui a quoi à tout moment. C'est normal. En France, peut-être que juridiquement, ce serait possible de le faire, peut-être. Je ne sais pas il existe même une façon de faire la reconnaissance qu'un token cryptographique soit une action, peut-être, peut-être pas. Mais le problème ne se pose même pas, puisque de toute façon, il y a ce qu'on appelle des droits d'enregistrement et des droits de mutation. Oui. À chaque fois qu'on échange une action, et il faut payer ces droits qui sont de 5% dans le cas d'une compagnie à prépondérance immobilière, 1% dans le cas d'une autre compagnie, et c'est un minimum de 25 euros. Donc, si jamais le token vaut 50 euros et pour le transférer, il faut payer 25 euros, ça sert à rien. Tout à fait. Donc, économiquement, peut-être que juridiquement, le montage pourrait se faire, je ne sais pas. En tout cas, économiquement, ça ne marche pas. Donc, c'est même pas la peine d'essayer. Il faut trouver une autre façon de faire. Nous avons travaillé longtemps, nous avons trouvé une solution. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'essayer de trouver des partenaires sérieux qui connaissent leur immobilier en Europe. Enfin, dans leur spécialité européenne, dans chaque ville, etc. Donc, mais c'est vrai qu'en France aujourd'hui, et dans certains pays, il n'est pas possible d'échanger des parts fractionnées facilement. Aux États-Unis, c'est le cas. Au Canada, moins. Déjà, le Canada a un système qui a aussi des frais par transaction. Donc, il faut composer avec. Euh, et on s'adapte pays par pays. Ce qui est important lorsqu'on achète un token qui représente une part immobilière, c'est qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce que le token représente réellement. C'est ça qu'il faut savoir. S'il représente des droits dérivés qui permettent d'avoir accès éventuellement, etc., ça devient très nébuleux. Il faut vraiment comprendre ce qui est tokenisé. Quelle est la représentation juridique de ce token? Aujourd'hui, chez Realty, c'est une action. C'est simple, c'est clair, avec les mêmes droits, les mêmes obligations, les mêmes prérogatives qu'une action traditionnelle américaine. Et vous êtes protégé de la même façon en tant qu'investisseur par tout le carcan juridique qui existe depuis des siècles dans les valeurs mobilières. Mais aux États-Unis, il y en a beaucoup. Tu achètes une action d'une société qui détient le bien. Cette société, Oui. Elle a une existence juridique dans quel pays du coup? Aux États-Unis. Aux États-Unis, ok. Donc dans l'État du Delaware, toujours. Okay. Et c'est là, et vous avez une action de cette compagnie. C'est l'équivalent d'une SA. Okay. Ce qu'on appelle une C Corp, une Inc. Et aujourd'hui, toutes vos sociétés donc, sont américaines domiciliées au Delaware, oui. Mais il y en a une par bien, et donc peu importe si le bien est aux États-Unis ou s'il est ailleurs dans le monde. Non, non. Ça, c'est pour les biens américains, pour la propriété américaine. L'immobilier est un métier local, on l'a dit. Donc, et les lois sont très locales aussi. Si jamais on commence à avoir des étrangers qui détiennent un bien, une compagnie étrangère qui détient un bien dans un autre pays, ça devient très compliqué. D'accord. Tout de suite. Donc, ce qu'on fait, c'est que quand on fera de l'immobilier en Belgique, par exemple, ce seront des compagnies belges qui détiendront d'une façon ou d'une autre le bien immobilier. Et ce qui sera tokenisé, ce sera, on est en train de travailler dessus, enfin, on a fini le travail, mais il y aura quelque chose qui représentera bien toute la propriété d'une compagnie belge. Ok. C'est obligé parce que sinon, waouh, je vous assure, au début, on pensait faire, c'est pas compliqué, on aura une compagnie américaine qui achètera un bien, on va dire à Bordeaux, je sais pas. Waouh, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, vraiment. Chaque pays protège son immobilier et c'est normal. Et les États-Unis font pareil, et la France fait pareil, et l'Espagne fait pareil, tous les pays. Tu dis quand on sera en Europe, aujourd'hui, donc on a bien compris, ça fait 3 ans et demi que vous existez sur le territoire nord-américain. Quel est l'horizon à partir duquel vous pourrez commencer à mettre sur la plateforme des biens, allez, au hasard, en France, des biens immobiliers français? Décembre 2022, janvier 2023. Ok. Donc c'est pour demain.
pour ça que j'en parle aussi. Super. Donc, on a fait tout le travail en amont depuis plus d'1 an, donc on a quand même France bossé. pour les Français, à peu près en même temps pour la Belgique, pour Ce sera en les même temps pour tous les pays d'Europe. Ok, pour les... Il y a une harmonisation des lois européennes qui nous ont permis de faire un seul travail juridique pour toute l'Europe. Ok. Après, vous, le travail supplémentaire, c'est de trouver les partenaires locaux qui sont vos partenaires qui sourcent les biens et avec qui... Et qui s'en occupent par la et qui suite. s'en occupent. Ok, parfait. Parce qu'il est certain qu'on ne va pas s'improviser dans l'industrie en venant des États-Unis. Ok. Comme un Français qui arrive aux États-Unis et qui pense être expert dans l'immobilier, il aura des surprises. C'est normal. Bon. Alors, allons un peu plus loin. Ton truc m'intéresse. Oui. Je vais commencer petit, je vais mettre 50 €. Est-ce que j'achète le token dans ma devise ou est-ce que j'achète le token dans la devise du pays où est le bien? Genre, est-ce que... Vous achetez le token, oui, vous êtes très bien exprimé, c'est exactement ça. Vous achetez le bien dans la devise où est le bien. D'accord, donc... Le token, donc ça, c'est des dollars US et ce sera des euros quand l'immobilier sera en zone euro. Ok. J'achète mon token, j'ai mon token. Alors, ce que t'expliquais tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, vos premiers utilisateurs étaient, et ça tu me l'avais dit avant, mais des gens qui étaient plutôt déjà dans la cryptosphère. Donc, ça n'était pas un problème pour eux d'acheter des tokens et de les stocker. Parce que pour des gens comme moi, qui je n'ai jamais possédé une seule valeur, un seul cryptoactif de ma vie, je ne connais pas en fait cet univers et donc ce que je sais, mais plus par connaissance, mais pas pour l'avoir fait, c'est qu'effectivement, quand on possède un cryptoactif, il doit être stocké de la même manière que quand on possède de l'argent, soit on l'a en physique, on a du cash dans la main, soit il doit être stocké quelque part. Eh bien, un cryptoactif... Pas sous le matelas de préférence. De préférence. Donc, ton cryptoactif, il doit être stocké dans la mesure où lui, par contre, il n'y a pas de billets, il n'y a pas de monnaie fiduciaire. Lui, il doit être stocké quelque part. Et c'est là où on entre dans une autre notion, un autre mot un peu barbare de la cryptosphère, qui est le wallet. Wallet, ça veut dire portefeuille. Tout à fait, le portefeuille crypto. On a un portefeuille électronique, un portefeuille crypto qui stocke ces cryptoactifs. Ce sont des softwares gratuits ou des morceaux de technologie d'hardware comme le Ledger, qui est une compagnie française qui est excellente, où on peut dans laquelle on peut stocker ces cryptoactifs ou même ces crypto-devises, toutes ces cryptos. Alors effectivement, les premiers token holders de Realty étaient des gens qui venaient de la cryptosphère parce qu'ils avaient le wallet, parce qu'ils comprenaient la technologie, ils avaient plus d'appréciation sur sur ce qu'ils achetaient. C'était tangible pour eux, alors que pour des gens qui n'ont jamais été dans cet univers, ça devenait tout de suite compliqué. Il fallait mettre de la musique douce, prendre une tisane et se lancer sur « oh là là, je vais downloader un wallet ». Et je comprends très bien. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé cette interface simplifiée, ce qu'on appelle le walletless, donc sans wallet, qui offusque tout cet aspect de wallet. Maintenant, c'est comme aujourd'hui, quand vous envoyez un email, vous ne savez pas nécessairement que vous utilisez un protocole, le SMTP, le IMAP, le truc, alors qu'avant, il fallait taper tout ça. Au tout début des années 80, on tapait tous les codes directement. Il n'y avait pas vraiment de mailer, il n'y avait pas de programme d'email. Aujourd'hui, on le fait sans même y penser. On a déjà ton truc, personne ne sait la technologie sous-jacente qu'on utilise. Ça sera pareil avec le monde de la DeFi, de la finance décentralisée, ce qu'on appelle le Web 3.0. Toute cette interface de wallet, d'interface qui permet ces échanges vont disparaître au profit d'une interface plus user-friendly pour l'utilisateur. Je cherchais le mot amical pour l'utilisateur. User-friendly. Ça reconnaît le Canadien qui est en toi. Amical pour l'utilisateur. C'est exactement ça, la loi 101. Donc, je ris parce que bon. Ok, donc. Vous avez remarqué que Jean-Marc est canadien, mais n'a aucun accent. C'est incroyable. Merci, école française. Donc,
nous avons cette technologie que nous avons développée qui cache tout ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, les token holders de Riti ne sont pas des gens qui viennent de la cryptosphère. Mm. Ce sont des gens qui sont intéressés par l'immobilier, par le revenu passif, qui peuvent construire sans douleur petit à petit $50 à un moment, un mois, 2 mois après un autre $50, ou des fois toutes les semaines pour certains. Ils investissent régulièrement, ils achètent et ils attendent, ils reçoivent leurs biens et ils le font sans rien connaître de la technologie. Et c'est ça le but. Alors, est-ce qu'on peut faire la même chose si on a un wallet que si on n'a pas de wallet? Non. On peut faire aujourd'hui plus de choses si on a un wallet. Quelles sont ces choses dont je parle qui sont apparemment nébuleuses et mystérieuses? Et Qu'est-ce qu'on alors, peut faire de plus qu'à acheter alors là, et vendre? accrochez-vous bien parce que Jean-Marc, il n'a pas fini avec les idées de choses qu'on peut faire. Mais c'est passionnant. Là, on va rentrer dans tous les services additionnels, entre guillemets. Moi, ça me passionne. Et qui sont propres à la blockchain. Jean-Marc n'a Et pas c'est là manqué où on d'idées. découvre- Merci. Et c'est là où on découvre toute la puissance de la blockchain. Alors, acheter, vendre, déjà le fait que ce soit fractionnalisé, que ce soit à portée de tous et que ce soit un titre juridique reconnu, c'est déjà très fort. Alors, Que ce soit juste liquide, t'interromps et je oui, reviens sur cette histoire oui, d'acheter-vendre. Je veux vendre mon oui, token. oui. Qui en fait, je dois le vendre à d'autres token holders du même bien, je peux le vendre à n'importe qui, je suis libre, je suis pas libre. Le marché secondaire, il est organisé par Realty ou je peux vendre mon token à n'importe qui à l'autre bout du monde, Sur la planète. sur la planète. Alors, c'est une très bonne question. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Première, c'est vous pouvez toujours la revendre à travers l'interface de Realty, à travers Realty. Ok. Ça, vous pouvez. D'accord? Donc déjà, de base, cette fonction est là. Si vous avez ce qu'on appelle, vous avez utilisé l'interface walletless, effectivement, pour vendre, vous appuyez sur un bouton, ça passera par Realty, ce sera l'émetteur qui le rachètera. Point. C'est comme ça, c'est simple, c'est bien Du coup, c'est organisé, ça instantané si fonctionne. c'est l'émetteur qui le rachète? Non, justement. Si c'est un marché secondaire, c'est instantané. Quand c'est le marché primaire à travers l'émetteur, c'est pas instantané. C'est là le bas qui blesse, ça dure quelques jours. Faut attendre Ok. quelques jours. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail administratif. Oui, bon, c'est quelques jours. Non, mais c'est sérieux, il y a un problème, Ouais. il y a un travail administratif, il faut réenregistrer l'action, il faut la faire revenir dans le pays, il y a des machins. C'est une administration réelle et lourde. Par contre, moi, ce qui m'interpelle, c'est quand tu dis que c'est instantané sur le marché secondaire, donc si tu le revends à quelqu'un d'autre Ah et oui, non pas à l'émetteur, ça veut dire que tu peux quasiment garantir qu'il y aura toujours quelqu'un en face pour l'acheter ou comment ça se passe? Realty ne garantit rien, mais la façon dont ça fonctionne, c'est qu'effectivement, depuis le tout début de Realty, nous avons grandi et la communauté et les outils dans la finance décentralisée. Et c'est là, donc, on va rentrer, Delphine, dans les termes et les idées dont tu parlais il y a quelques secondes. Donc, dans la finance décentralisée, il existe beaucoup d'outils dont vous avez peut-être entendu parler, peut-être pas, mais qui peuvent rester nébuleux, ce qu'on appelle par exemple des DEX, des échanges algorithmiques décentralisés. Oui, ça fait tout un grand mot, mais tout ce que ça représente, c'est que c'est une façon d'échanger des tokens cryptographiques en ligne avec des gens qui sont intéressés. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus standard, ce qu'on appelle le peer-to-peer, de gré à gré, où c'est des listes, c'est un site ou un protocole qui s'occupe de tous les gens qui veulent vendre et tous les gens qui veulent acheter, et eux, ils s'occupent de faire la compensation automatique à travers un protocole. Comme ça, il n'y a pas de... Ils font une sorte d'intermédiation, mais comme c'est un protocole, c'est gratuit. Donc, Et ça, c'est dans Realty quelqu'un veut ou en acheter. dehors de Realty? Non, tout ça, c'est en dehors de En dehors Realty. de Ça, c'est les Realty. marchés Ok. secondaires. C'est en dehors de Realty, ce sont des services qui existent, comme CatSwap, c'est une compagnie qui existe depuis, enfin une compagnie, non, un protocole qui existe depuis longtemps, sur lequel on peut interagir et acheter et vendre des tokens. Si tu Vous revends avez demandé, via Realty, oui, c'est forcément à l'émetteur. oui, Ok, d'accord. forcément. Si vous revendez maintenant sur le marché secondaire, c'est forcément à quelqu'un d'autre qui s'est déjà enregistré sur notre site. Ça ne peut D'accord. pas être à n'importe qui dans le monde qu'on ne connaît pas. Ok. Il faut que cette personne ait fait ce qu'on appelle son KYC. Know your remplir- customer. Know your customer, exactement. C'est-à-dire que je dois savoir qui c'est. C'est une régulation. Ça vient du monde bancaire à la base. Je crois que c'est Absolument. mondial, mais C'est mondial. effectivement, c'est ce que les autorités financières du monde entier demandent aux institutions financières du monde entier, c'est d'avoir un minimum d'informations sur toutes les personnes qui possèdent des comptes, qui ouvrent, voilà, qui. Et le genre d'information que l'on demande,
votre pays de résidence avec preuve, Ouais. votre pays de nationalité, votre Votre adresse, identité. euh, votre identité, photocopie Est-ce de qu'on est votre. une Il y a des pays personne, qui sont blacklistés. est-ce qu'on est une personne exposée ou ce genre Ah de oui, et choses? une personne politique, politiquement exposée ou pas, etc. Et surtout, il y a des pays qui sont blacklistés Mmh. par l'OFAC, etc. C'est des pays avec lesquels nous n'avons pas le droit de travailler. On ne peut pas accepter les citoyens, les ressortissants de ce pays. Et il y a des personnalités aussi qui sont interdites, qui sont sur une liste noire. Donc, on doit filtrer tout ça. À partir du moment où vous êtes enregistré sur notre site, vous pouvez échanger sur les marchés secondaires à votre guise entre personnes listées. Et oui, nous faisons un monitoring à travers le contrat intelligent, justement. Si vous essayez de vendre votre token, même en dehors de Realty à quelqu'un qui n'a pas été enregistré, ça ne fonctionnera pas. OK. Donc, Magic c'est notre technology. technologie, on en est très fiers. Exactement. Donc, le marché de gré à gré permet simplement de dire à quelqu'un, moi j'ai tant de tokens de telle propriété à vendre qui est intéressé. Il y a des gens qui disent, moi je suis intéressé à en prendre 3 ou trucs, qui cliquent et puis ça se fait automatiquement. Et c'est un marché qui est assez grand aujourd'hui, réactif et profond. Donc, il y a plusieurs outlets, il y a plusieurs services, le DEX, le gré à gré, ou même simplement des chaînes sur Telegram qui se sont créées où des gens disent, écoutez, si vous voulez acheter des real tokens ou si vous voulez en vendre, appelez-moi, je suis preneur et vendeur à la fois, etc. Ils se font et vous vous mettez en contact. Et tant que vous êtes enregistré sur Realty, ça passe. OK. Et ils le font. Donc, vous n'êtes pas marié au token si vous le voulez. Le but, c'est pas d'acheter et vendre sans cesse, hein. C'est certain. C'est quand même un investissement immobilier. Le but de Realty, quand nous l'avons imaginé, c'était de pouvoir permettre à tout le monde de créer une foncière le plus tôt possible. Parce que dans le temps, c'est aussi là où on développe toute la puissance d'une foncière à rentabilité. Ça se fait aussi dans la En durée. fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, pour toute personne qui n'a pas plusieurs dizaines de milliers d'euros à investir, on ne peut investir globalement que sur les marchés financiers, bourse, marché obligataire. Euh, Évidemment, vous pouvez aussi faire du pari en ligne, vous pouvez aussi Oui, ben faire du voilà, pari sportif, absolument. vous pouvez aussi Voilà. monter un business avec votre argent. Voilà, donc J'appellerais pas ça un investissement, par bon, contre. vous pouvez acheter des bitcoins, enfin des crypto-monnaies cette fois-ci, mais effectivement, vous n'avez pas accès, sauf à avoir déjà plusieurs milliers d'euros, on l'a dit éventuellement via la SCPI, vous ne pouvez pas investir des plus petites sommes dans l'immobilier. L'avantage de l'immobilier, c'est que par exemple par rapport au marché boursier, au marché financier, on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de volatilité. Ce sont des marchés qui fonctionnent différemment. Donc il y a une certaine, attention, je mets des énormes, une certaine Stabilité. stabilité dans les rendements. Évidemment, il y a des incendies, il y a des dégâts des eaux, il y a des impayés, etc. Ça, Il y a des locataires qui ce partent. sont les aléas de l'immobilier, peu importe comment on le Absolument. fait, ça existe partout, ça, vous n'y couperez pas. Mais effectivement, un rendement 6, 7, 8, 9, 10%, comme on l'a évoqué tout à l'heure, c'est des rendements qui, si vous voulez aller les chercher sur les marchés financiers, viendront avec une certaine volatilité qui est bien moindre quand vous investissez sur l'immobilier. Donc, c'est une démocratisation de l'investissement immobilier. C'est le mot juste. Voilà. C'est le mot juste. Démocratisation de l'investissement immobilier et de pouvoir créer un revenu passif à partir de 50 euros ou 50 dollars. On peut dire que c'est pas beaucoup, je préfère faire la fête avec mes revenus sur 50 euros, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Un revenu de 5, 6, 7, 10% sur 50 euros, ça compte. Et c'est les petites rivières qui font les grands fleuves. C'est en ajoutant, en nourrissant, en gardant ce portefeuille, en le grandissant régulièrement, qu'au bout de 10 ans, on se rendra compte qu'on a une cagnotte sérieuse. On a construit quelque chose de réel. Faut pas dire, oh, mais je calcule 5 ou 10% de 50, c'est rien. C'est quelque chose. Alors, 10% sur 1 million ou 10% sur 50 euros, c'est 10%. exactement. C'est 7%, c'est 8%, ça compte. Totalement d'accord avec toi, c'est des sommes qui sont quand même relativement importantes. Bon, c'est 10% annuel, hein, que les gens s'imaginent pas que sur 50 euros investis, ils gagnent 5 euros toutes les semaines quand on leur Non, reverse c'est le loyer. annuel, Voilà. c'est annuel, mais ça n'inclut pas la valorisation de Oui, l'immobilier dans tout le à temps. fait.
tout à fait. Alors, il y a un bémol. Je vais adorer cette discussion. C'est que quand on investit dans l'immobilier, du coup, sur Realty, a priori, on peut pas, la banque va jamais nous prêter. C'est qu'on peut pas faire appel à l'effet de levier bancaire, alors que quand on achète de l'immobilier traditionnel, potentiellement, bon, en ce moment, c'est très compliqué de se faire financer l'intégralité d'un projet, mais on va dire que pour 10 000 € d'apport, on peut emprunter 90 000 ou 100 000 et donc investir de l'argent qui n'est pas le nôtre, quoi. Évidemment, on va rembourser, mais qui n'est pas le nôtre. Et là, quand on fait de l'investissement immobilier fractionné, c'est forcément notre argent. On peut pas emprunter. Donc, ça, dans une certaine mesure. Voilà. Ça, c'est ce qui est dommage. Et c'est aussi ce qui est dommage avec les marchés financiers et la bourse. C'est qu'effectivement, voilà, voilà, moi je suis très partisane de l'effet de levier bancaire, c'est incroyable ce que ça peut ouvrir comme possibilité, mais tu t'es posé la question avant moi. Tu t'es dit c'est dommage ce truc-là, c'est vrai que c'est dommage. Ça fait partie de la force de la blockchain, du Web3 et aussi de l'immobilier. Une composante de l'investissement immobilier, c'est l'effet de levier qui est possible. Seulement, ce qu'on ne voulait pas, nous, c'est mettre la propriété à risque. Donc, on ne pouvait pas avoir l'effet de levier sur la propriété elle-même. Par contre, grâce à la blockchain… Quand tu dis à risque, c'est-à-dire que tu voulais qu'il n'y ait aucune hypothèque, aucune hypothèque, aucun financement sur la propriété. Voilà, ok. Donc, il n'y a pas d'effet de levier, on l'achète cash. Donc, quoi qu'il arrive, que les taux d'intérêt montent, que les taux hypothécaires s'envolent, nous, on n'a pas de danger. Tout ce qu'il faut, c'est attendre. On reçoit la rentabilité du locataire et c'est tout. Oui, parce que tu sais pas, mais chez nous, il y a 99% des prêts, j'exagère peut-être un petit peu, mais quasiment, qui sont à taux fixe. Donc nous, en France, on connaît moins. On connaît moins ça parce qu'il y a quasiment aucun financement sur l'immobilier classique qui est fait à taux variable. Donc effectivement, je dis ça pour les auditeurs, mettez-vous dans la position d'un investisseur aux États-Unis qui lui fait du crédit à taux variable. Évidemment, quand les crédits à taux variable s'enflamment, c'est toute la rentabilité qui en prend un coup. Donc c'est un risque qui pèse sur le propriétaire investisseur. Ou alors, ça empêche de pouvoir investir dans des nouvelles opportunités parce que le taux même fixe est devenu trop élevé. Par contre, ce qui est possible de faire grâce à la blockchain et grâce à Web3, c'est d'emprunter contre son token. Pour ceux qui le désirent, c'est optionnel, mais on peut très bien dire, il y a une plateforme qui s'appelle le RMM, développée par Realty, et qui permet de prendre son token, son real token, de la déposer sur cette plateforme et de dire, on continue à recevoir ses revenus nets toutes les semaines, mais on hypothèque son token, on emprunte de l'argent contre ce token et on peut aller acheter à nouveau un autre token avec l'argent qu'on a emprunté. Et on le redépose et on réemprunte contre et on va en racheter d'autres, etc. Et ça se fait en quelques clics seulement, à une vitesse. On peut acheter autre chose que des autres tokens de Realty avec. Oui, vous pouvez acheter votre café si vous voulez. Absolument. Non, mais ce que vous voulez. Est-ce qu'on peut acheter d'autres crypto-actifs avec l'argent levé? Absolument. C'est incroyable. C'est votre argent, il est à vous, vous en faites ce que vous voulez. Je ne vais pas vous dire que j'étais pas au courant. On en avait déjà parlé avec Jean-Marc, mais moi, ça me bluffe. Mais je ne connais rien, encore une fois, donc ça me bluffe, ces capacités qu'on a. En gros, ça ressemble, alors tu dis hypothèque, ça ressemble au nantissement aussi, au système de nantissement en France, c'est-à-dire, en fait, tu bloques temporairement cette valeur, c'est-à-dire que tu ne peux du coup plus en disposer. C'est exactement ça. Tant que le crédit n'est pas remboursé, vous ne pouvez plus en disposer. Ok. Et donc, ce crédit, il est de combien? Quel est le ratio d'emprunt? Si tu immobilises ton token qui vaut 1000 ou 100, peu importe, pour simplifier les calculs, ça te permet d'emprunter combien? Aujourd'hui, le curseur, c'est nous qui le fixons. Nous l'avons fixé à 50%. Ok. C'est une technologie qui existe depuis avril 2022, donc qui est quand même récente. Un service, je veux dire, qui existe depuis avril 2022. Nous avons mis le curseur à 50% pour éviter tout danger et pour s'assurer que les choses se déroulent bien. Par contre, ce curseur, nous pouvons le déplacer, nous pouvons l'augmenter ou le réduire. Et c'est là où on va encore plus loin. C'est une plateforme décentralisée. Je l'ai dit, c'est une plateforme
d'emprunt, de staking, on dit, décentralisé. Ça veut dire que vous pouvez être à la fois emprunteur, vous pouvez aussi être prêteur. Vous pouvez dire, moi, j'ai des crypto-devises, j'ai des trucs où j'ai des dollars que je transforme en USDC. Je vais aller prêter contre les gens qui m'ont emprunté. Donc, j'aurai mon taux d'intérêt fixe sur les gens qui me payent parce qu'ils ont voulu emprunter. Mais nous, ce qu'on peut faire aussi aujourd'hui, c'est qu'on est en train de développer ça. Par contre, autant la plateforme de lending existe, elle est active depuis avril 2022 et ça fonctionne remarquablement bien. Il y a plusieurs millions déjà de dollars qui sont empruntés et réinvestis. On travaille en ce moment sur une assurance des revenus nets, décentralisée aussi. Donc, c'est pas vraiment une assurance, mais on utilise le mot assurance parce que ça illustre bien. C'est-à-dire qu'on va dire que votre rentabilité est de 9%, vous sacrifiez un point de rentabilité, donc vous tombez à 8, Ouais. mais tant que vous payez ce point, vous serez assuré que la semaine sera payée, même si le locataire ne paye pas. C'est une assurance loyer impayé, ça. C'est Oui, ça, en mais fait. vous pouvez être assureur aussi. Vous pouvez aussi être l'assureur. Vous pouvez être assureur ou assuré. Vous pouvez faire les deux puisque c'est décentralisé. Ok, donc quand tu es Donc maintenant, assureur, combinons les deux. tu perçois Oui, ce point en plus de rentabilité. Donc, tu perçois tous les jours. absolument. Donc, tu boostes ta rentabilité. En Absolument. revanche, Quand on est assuré, on perd la rentabilité, mais on a la garantie d'être payé. et quand tu es assureur, bah, tu dois débourser pour On pouvoir. débourse, on prête l'argent, mais on reçoit la rentabilité. On reçoit l'intérêt, on reçoit ce point que Tout à l'autre fait. paye. Ok, donc c'est un Donc, système c'est une balance d'assurance de peer-to-peer. décentralisé, comme un marché d'assurance. Mais Il n'y a pas d'autre mot que décentralisé. que entre Il n'y a pas d'autre mot. investisseurs realty ou aussi. Non, non, peut ok. être assureur n'importe qui. Ok. Il doit s'enregistrer, mais il n'a pas besoin d'avoir un real token. Absolument pas. Je reviens à pouvoir à l'effet de levier dont on parlait tout à l'heure. Donc, tout à fait. Il n'y a pas besoin de dossier, c'est ça aussi l'avantage. Ah putain, ça c'est Non, génial. mais c'est génial. Il n'y a pas de taux d'usure. Il n'y a pas de paperasse. Il n'y a pas de paperasse, il n'y a rien à faire. Rien. Donc, j'hypothèque mon token. Oui. Je peux récupérer l'équivalent. Donc, si j'hypothèque un token de 100 euros, je peux récupérer 50 euros que je peux réinvestir quelque part sur la plateforme Realty ou en dehors. Le taux d'intérêt sur cette opération, il est de combien ? Il est variable et il est basé. Alors, pour l'instant, il est variable. Il sera fixe dans quelques mois. Et il varie selon. Alors, ça n'a rien à voir avec les taux directeurs ou les taux de la Banque centrale ou les taux du pays. Ça n'a rien à voir. C'est par rapport à la liquidité et la disponibilité sur le marché, sur la plateforme d'échange. Aujourd'hui, il est d'environ 5%, je pense. Quelque chose comme ça. C'est pas mal. Sachant que le risque est relativement faible, parce que de fait, comme tu as hypothéqué. Et que l'évaluation ne se fait qu'une fois par an, de toute façon. Donc, la probabilité que le sous-jacent parte en spirale infernale, comme on a pu le voir dans le monde de la finance décentralisée sur les crypto-devises, ça ne s'applique pas au real token. L'évaluation est une fois par an et c'est là où la valeur du token change. Ok. Ce qui n'empêche qu'il peut y avoir une perte, on en a parlé tout à l'heure, un marché américain qui dévisse un peu de 15%, etc. Et donc, il peut y avoir une perte, auquel cas le token holder, s'il n'a pas, alors on envoie des warnings avant, hein, on envoie des attention, le marché est en train d'aller contre, c'est jamais arrivé, mais tout est prévu déjà dedans. Vous recevez par email, vous recevez une notification sur votre téléphone, vous recevez un peu partout, disant bougez votre position. C'est aussi pour ça que tu prêtes à 50% en fait. À 50%, tu as une belle marge de sécurité. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances que ton marché immobilier dévisse de 50%. Évidemment. Okay. Donc, c'est aussi ça le but, pour éviter tout ça. On veut que l'expérience soit toujours positive. Maintenant, ça ne veut pas dire que le risque est zéro. Il y a une guerre, on arrive, voilà, on ne sait pas ce qui peut arriver, on ne sait pas. Donc, dans ce cas-là, on aura tout un système de warning et effectivement, celui qui a hypothéqué son token risque de se faire liquider sur son token. La propriété elle-même, elle bouge pas, elle n'est pas à risque. C'est le liquidateur qui prendra possession de votre token à un escompte. Son avantage, c'est justement, il le fera à un escompte. Le liquidateur, comme tu dis, donc celui qui du coup est n'importe qui peut être liquidateur.
Et là, il n'a pas besoin d'être enregistré sur Realty, il n'a pas besoin d'avoir fait Le si, de liquidateur toute doit être façon, ok. enregistré, lui, par Tout contre. pareil. Lui, il doit Ok. absolument être enregistré. On doit savoir qui c'est Oui, parce qu'il puisqu'il est va prendre susceptible de possession. récupérer les titres un Exactement. jour. Ok, d'accord. Exactement. Donc, lui doit être enregistré. Maintenant, imaginons, combinons les deux. Combinons cette assurance décentralisée qui n'est pas vraiment une assurance puisqu'elle est décentralisée et combinons la plateforme de lending. On imagine qu'on a un token et qu'on a décidé de l'assurer. Alors ça, c'est pas encore en place aujourd'hui. On travaille dessus. Il y a des complexités. On a fait le proof of concept, mais on est en train de faire le vrai truc maintenant. Eh ben, on imagine que ce token, et vous l'avez assuré, donc vous êtes sûr d'avoir votre rentabilité, et parce qu'il est assuré, mais à la place de pouvoir emprunter 50% seulement, on va bouger dans ce cas-là le curseur à 90% ou à 80%, parce qu'on sait que vous aurez la rentabilité tant qu'il est assuré. Et donc ensemble, on a deux outils séparés, on les combine, et ça en fait quelque chose de surpuissant. Et c'est ça la beauté de la finance décentralisée. Donc, tu peux faire varier le taux d'emprunt en fonction du taux personnalisé à chaque token. Ok, si ce token a souscrit à cette fameuse assurance loyer impayé, effectivement, tu vas... On peut le faire en théorie, on est en train de le faire en pratique. On est en train de développer la technologie pour le faire. Donc, autant que l'assurance, en ce moment, elle est en développement. On a fait le proof of concept, elle est en développement, elle n'existe pas encore, mais elle va être disponible dans quelques mois. Le staking, donc l'emprunt, l'effet de levier existe et est fonctionnel. Une fois qu'on aura l'un et l'autre, il nous faudra encore quelques mois pour pouvoir combiner les deux. Mais c'est inévitable, on y arrive. C'est ça l'évolution de l'industrie. Et avec Realty, les Realty vous y amenez, on avance très vite. C'est quand même fascinant parce que quand on voit à quelle vitesse avancent aussi les acteurs bancaires. Alors, vous êtes loin de la taille d'un acteur bancaire, donc forcément, quand on est petit, heureusement qu'on est plus agile quand on est plus petit, sinon à quoi ça servirait d'être plus petit. Mais c'est vrai qu'effectivement, l'instantanéité d'un certain nombre de choses, etc., enfin, c'est incroyable ce que la technologie nous permet de faire avec une petite entre guillemets, barrière à l'entrée, une petite complexité qu'il faut appréhender. Mais après, moi, je suis assez bluffée par tout ce que ça nous permet de faire. Il y a un aspect qu'on n'a pas évoqué, mais évidemment, on va se mettre à pieds joints dedans. Donc, on a parlé de quand on achète un token donc dans la devise du pays. On n'a pas parlé des loyers. Dans quelle devise je reçois mes loyers? Dans la devise dans laquelle ils sont payés. S'ils sont payés en dollars, vous recevez des dollars. S'ils sont payés en euros, vous recevrez des euros. Ok. Donc, vous avez effectivement le risque de la devise. Tu m'avais dit que les loyers étaient payés en stablecoin. En stablecoin, absolument. C'est très vrai. Les deux sont vrais. Les deux, c'est pas incompatible. Alors, ça marche. Il faut que tu m'expliques. D'accord. Alors, les stablecoins, c'est quoi? Quand on envoie la distribution de l'aide sur votre compte, sur votre wallet, il faut que ce soit sous forme de token sur une blockchain, sur notre blockchain. Il le faut. Or, il existe aujourd'hui ce qu'on appelle des stablecoins. Les stablecoins, c'est quoi? C'est des tokens qui ont une corrélation de 1 pour 1 à une monnaie. Aujourd'hui, nous on utilise le USDC, c'est donc le dollar pour USD. Les dollars. Pour les dollars, USDC, donc Circle, enfin bon, peu importe. Mais USDC, c'est un stablecoin. Un USDC égale $1 US. Ok. Point. À chaque fois qu'un USDC est émis, il y a $1 US qui est mis en réserve. Et c'est audité, il y a des régulièrement, etc. Donc, un USDC égale un USD. Donc, quand vous recevez à travers Realty votre distribution net, vous les recevez en USDC. C'est très liquide et très facile à changer en dollars argent selon attribution. Et dans l'interface Walletless qu'on a créée, vous voyez vos USDC s'accumuler, vous appuyez sur un bouton, le moment venu, ce sera ou crédité à votre carte de crédit ou envoyé directement à votre compte bancaire, etc. Vous verrez même pas cette transition de USDC à USD. Par contre, dans la monnaie à laquelle le loyer est reçu. Donc, on prend un stablecoin là en dollars US. Quand on fera des biens européens, ce sera en euros et on trouvera l'équivalent de stablecoin en euros. Sachant qu'aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, mais c'est pas impossible. On va trouver la façon de faire aussi. Ok. Ces revenus,
comment fonctionne la fiscalité applicable à ces revenus? Donc moi, je touche des loyers, je touche des revenus. Est-ce que c'est la fiscalité du bien, du pays dans lequel est le bien qui s'applique? Est-ce que c'est la fiscalité de mon pays de résidence? Les deux. Les deux, mon capitaine. Ok. Absolument. Explique-nous La ça. fiscalité est quelque chose d'extrêmement complexe et qui change éminemment de pays en pays. Nous travaillons avec 135 pays différents aujourd'hui. Croyez-moi, je ne suis pas expert fiscal dans 135 pays, je ne suis même pas expert fiscal dans un pays. C'est d'une complexité infinie. Ceci étant, nous avons des obligations fiscales aux États-Unis, puisque c'est une compagnie américaine qui détient le bien. Donc, il y a les taxes foncières, il y a les rapports à filer, il y a les revenus, toute la taxation de la compagnie elle-même, elle se fait au niveau américain. Ensuite, il y a la distribution. Vous le recevez aujourd'hui sous forme de stablecoin US. Il y a des pays où, parce que tant que vous n'avez pas fait la conversion en dollars US réel, il n'y a pas de taxation. En France, ce n'est pas le cas. Pour votre audition, en France, l'affaire a été tranchée. Vous recevez, vous devez payer, peu importe que ce soit des stablecoins ou de l'argent fiat réel, vous devez payer vos impôts. Alors, en France, il y a des taux d'imposition qui sont variables selon votre tranche, selon votre truc. Il y a une flat tax, il y a des trucs, je ne sais pas trop comment ça s'applique. Je suppose que la flat tax s'applique pour les Français, absolument. Maintenant, il y a aussi tout un système potentiel de retenue à la source qu'on est aux États-Unis souvent obligé de faire, qui sont déductibles des impôts que vous devez payer sur le même bien dans votre pays de résidence. C'est une complexité qu'on essaye d'éviter en faisant des entrées comptables traditionnelles parce que des montants souvent sont très petits. Donc, il y a des clauses de minimis ou des choses comme ça. Les fiscalistes sont des experts dans ça. Ce que tu veux dire, c'est que si j'investis dans un bien qui est aux États-Unis, je serai redevable d'une certaine fiscalité là-bas et en France. Non, vous serez redevable de rien aux États-Unis. C'est nous, Realty, qui avons l'obligation de s'en occuper pour vous. Ok. Et ensuite, pour la part française, ça c'est entièrement sur vous. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que c'est cumulable, c'est-à-dire que je vais payer plein pot mes impôts aux États-Unis, plein pot mes impôts en France? Ce n'est pas cumulable. C'est l'un ou l'autre. Et si jamais, par exemple, la part américaine est de 25%, on va dire, et que vous, c'est 30%, vous paierez 5% votre administration fiscale. Ok. Mais charge à moi de faire la déclaration adéquate. C'est charge à vous de faire la déclaration, c'est charge à moi de vous donner la confirmation que ces 25% ont été payés. Ok, 25% ou peu importe le pourcentage en question. Peu importe, c'était un exemple, ce que j'ai dit. Ça peut être... Et ça change selon les pays, et même à l'intérieur même d'un pays, selon les types de personnes ou de régions, je ne sais pas quoi, ça change. Et à l'intérieur même de l'année, en cours, ça risque de changer. C'est ce que je veux dire, parce que c'est une complexité, moi, que je trouve merveilleuse pour les experts, mais qui sont difficiles pour moi à suivre. Ceci étant, ce que je recommande, c'est d'aller voir votre fiscaliste si besoin est. Maintenant, pour des petits montants, il y a une flat tax souvent, elle est là, c'est la façon d'être le plus sécuritaire possible. Alors, fiscaliste, mais aussi un fiscaliste qui potentiellement s'est mis à jour sur les questions de crypto-monnaie. Non, je pense que n'importe quel fiscaliste, c'est pas des crypto-monnaies, c'est des valeurs mobilières. Je pense que n'importe quel fiscaliste français sera au courant de la chose, vraiment. Maintenant, nous, on essaye aussi quand même, par pays, d'avoir une opinion générale. C'est très difficile parce que la plupart des fiscalistes, on ne peut pas parler dans généralité, chaque cas est spécifique. Donc, si jamais on émet une opinion générique, elle ne va pas s'appliquer, on risque d'avoir des ennuis, ce que je peux comprendre. C'est vrai que chaque cas est unique. Ceci étant, on essaye quand même de donner des directives et on travaille dessus en ce moment. Ok. Je pense que pour la France, par exemple, toute la question de savoir si effectivement cette façon d'investir via un token fait que notre propriété est une valeur immobilière ou mobilière. Parce que si c'est une valeur... donc si c'est une valeur mobilière, la fiscalité est assez simple en France, elle a été simplifiée.
Et effectivement, il est très probable, et là, encore une fois, je suis d'accord avec toi, il vaut mieux le vérifier, il est très probable que ce soit cette fameuse flat tax qui s'applique. En revanche, la fiscalité immobilière est assez complexe en France. Donc, Alors, je peux avec certitude, par contre, vous dire qu'il s'agit d'une valeur mobilière. ok, C'est certain. Je tokenise, l'investissement est dans un bien immobilier, mais la forme est sous ce qu'on appelle un security token, donc un token de valeur mobilière. ok. La dénomination juridique aux États-Unis. C'est une valeur mobilière. Vous avez réellement une action de la compagnie qui détient le bien. Donc, très bonne nouvelle. Potentiellement, c'est d'une valeur mobilière, donc ça simplifie énormément la fiscalité. Si évidemment vous investissez sur des biens en France et que vous déclarez vos impôts en France, une complexité supplémentaire, probablement peut-être pour la déclaration, si effectivement vous investissez via Realty dans des biens qui, eux, sont à l'étranger et dont Absolument. la fiscalité viendrait en déduction de cette flat tax. Voilà, à Quelque chose comme clarifier. ça. À Quelque clarifier, chose voyez comme avec ça. votre fiscaliste, absolument. On a quelques utilisateurs français quand même, beaucoup de francophones, je suis quand même du Québec, mais pas mal de Français je pense même qu'il y a un canal sur Telegram qui s'est développé sur la fiscalité française parce que, je vais vous dire, en France, on m'a souvent posé la question, mais ce qui m'a un peu surpris, et je le dis avec beaucoup de tendresse, c'est qu'avant même de me demander la qualité de l'investissement, quel genre de bien, pourquoi, est-ce que je suis expert, première question qu'on me pose, c'est quelle est la fiscalité? Donc, je trouve ça, donc je pense, et c'est pour ça, et c'est le seul pays, la France, où il y a un canal dédié qui s'est développé sur Telegram, alors que les autres pays ne l'ont pas fait. Il y en a autant dans d'autres pays, il y a des utilisateurs, donc voilà. Alors, je Je vais te trouvais ça dire, assez on est drôle. assez obsédé de la fiscalité, mais c'est aussi parce que peut-être que, alors je sais, il se dit qu'elle est élevée. Je suis pas sûre que ce soit la plus élevée au monde. Il y a des pays où, contrairement à ce qu'on croit, elle est plus élevée. Mais du coup, euh, c'est partie intégrante de la rentabilité. Alors, si Bien on sûr, compare cet investissement à d'autres investissements dans des valeurs mobilières, de fait, tout le monde est sur le même pied d'égalité puisque la fiscalité va être la même pour d'autres investissements dans des absolument. valeurs mobilières. Donc déjà, encore une fois, c'est très intéressant d'avoir cette information parce que ça simplifie aussi la réflexion. Mais par contre, effectivement, si on veut le comparer à des investissements immobiliers classiques, là, on rentre dans toute la complexité de comment Non, s'applique la fiscalité immobilière en France. ce sont des valeurs mobilières et je pense qu'en France, la fiscalité est lourde peut-être. Il y a des pays où c'est bien plus lourd, c'est certain. Ouais. Mais aussi en France, et je pense que c'est là que le bas blesse, sans être expert, c'est sur les concepts de charges qui n'existent pas nécessairement dans d'autres pays. Parce que la fiscalité canadienne, elle est aussi lourde que la fiscalité française. Hein. Il n'y a pas les gens qui disent oui, au Canada, on peut payer moins de taxes, c'est pas vrai. On paye autant, des fois même plus. Par contre, on n'a pas ces charges que l'on peut avoir en France. Des charges comme, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit, des charges qui viennent s'ajouter aux taxes qu'on reçoit sur son loyer, enfin, qui sont déduites du revenu de son salaire. De son salaire, je veux dire, pas loyer. Voilà. Enfin bon, ça c'est un sujet que je maîtrise pas du tout, on va pas rentrer dedans, restons sur Oui, oui, Realty. oui, en Oui, fait, une des complexités, c'est sur quoi s'applique le fameux taux d'impôt, comment tu calcules ça, voilà. l'assiette, et effectivement, là, voilà, encore une fois, on n'est pas les rois de la simplicité. C'est pas grave. Un autre aspect qui me paraissait très important d'aborder aussi, c'est est-ce que tout ça est tout à fait légal et dans les clous? Est-ce que tu es en train de nous parler d'un truc et nous proposer quelque chose qui notamment est approuvé par les autorités, et chez nous en tout cas c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Quelle est votre quelle est Il est ta réponse certain là-dessus? c'est pas ma première entreprise. Comme vous l'avez compris dans mon introduction, la première chose que j'ai fait avant de lancer Realty, justement, c'est d'attendre qu'il y ait un précédent juridique et de travailler avec des avocats aux États-Unis. Je travaille avec des avocats de Tier 1, donc des grands avocats, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. En Europe aussi, j'ai pris des avocats Tier 1 qui suivent Realty, qui nous conseillent et qui font tout le nécessaire pour qu'on soit en règle avec le régulateur ou les régulateurs et avec les doctrines et les lois en vigueur.
C'est aussi pour ça qu'on ne peut pas appliquer le modèle Realty sur les propriétés américaines avec des propriétés européennes ou françaises. C'est pas possible. On aimerait bien. On serait déjà en action depuis plusieurs années, en activité. On ne peut pas. Donc, on travaille avec eux et on fait les enregistrements nécessaires avec le régulateur là où c'est nécessaire. Donc oui, c'est légal. Oui, nous travaillons dessus. Et en l'occurrence, quelles sont les contraintes En France, en Europe, c'est l'AMF. Donc, nous devons soumettre un 10, un document d'information synthétique à l'AMF pour chaque propriété que l'on décide de commerce de mettre sur le site, Et c'est à titre avec des informatif que restrictions. vous leur soumettez ce 10 ou ils doivent l'approuver avant que vous puissiez commencer la Non. commercialisation? Alors, c'est à titre informatif, c'est un document d'information synthétique. Il n'y a pas de dialogue, c'est pas un prospectus qu'ils doivent valider. Ok. C'est un prospectus simplifié que l'on doit déposer, mais il s'accompagne de restrictions. Nous avons chez Realty des restrictions de marketing, de sollicitation, de montant maximum. Il y a des restrictions qui viennent avec ce dépôt du 10. Et il y a Ok. un débat constant avec le régulateur, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, que dans d'autres pays, parce que la régulation avance vite, parce que les, euh, les désignations des différents acteurs évoluent aussi, et elles se Hmm. précisent avec le temps. Avant, on pouvait dire, on va créer cette désignation, mais on ne savait pas très bien qui devait avoir ça. Avec le temps, tout ça, ça s'affine. C'est ça qui est pas évident, c'est qu'on part de, il n'y avait aucune régulation il y a quelques années, et en fait la technologie et le monde de l'entrepreneuriat avancent plus vite que les régulations, et pour autant il y a besoin de régulation. Mais pour l'entrepreneur, la régulation est quelque chose de très important. Euh, alors, je sais, beaucoup de gens aujourd'hui parlent de l'ubérisation. D'abord, on capture le marché et après, on impose nos lois sur le régulateur. C'est du n'importe quoi quand il s'agit des valeurs mobilières. C'est n'importe quoi. Le carcan juridique existe depuis des siècles. Il est là, il existe pour une raison. Le régulateur, il s'est pas réveillé un matin pour dire super, aujourd'hui, je vais embêter telle personne. C'est pas ça le but. Le but, c'est qu'il y a eu des abus dans le passé, malheureusement. Et le régulateur et les lois se sont mises au fur et à mesure pour justement contrer ces abus. Donc, chez Realty, quand j'ai parlé de l'ambassade Bitcoin, au tout début de Bitcoin, quand c'était en 2012, 2011, on a créé l'ambassade Bitcoin en 2013. Nous, on était dedans depuis fin 2011, début 2012. La première chose qu'on a fait à l'ambassade Bitcoin, justement, c'est envoyer une délégation d'experts blockchain, Bitcoin, au gouvernement canadien pour présenter le truc, pour avoir des régulations. C'est important d'en avoir. Un entrepreneur veut construire son entreprise sur des bases solides. S'il n'y a pas de régulation, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Qu'en est-il de son investissement dans la compagnie? Donc, on veut des régulations. Donc, oui, nous avons fait un Si travail. t'investis plusieurs millions d'euros et que Oui, un an, 2 ans après, le régulateur te dit bah bah non, non, vous ne bah pouvez non. plus faire, ça n'est plus Bah, légal, etc. et dans le cas de Realty, soyons clairs, nous n'avons pas travailler avec de l'argent, des financements externes, etc. C'est le capital de Rémi et de moi qu'on a mis dans la compagnie, en plus de notre expertise, de notre temps. Donc, on veut ces régulations, on veut être certain de notre construction, de ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a eu un budget juridique, et on a toujours un budget juridique qui est conséquent. Mais on l'a fait dès le début, même si ça devait réduire notre croissance au début. Il aurait été très facile de dire, venez, on accepte tout le monde. Voici, vous inquiétez pas, comme des cow-boys. C'est certainement pas ce qu'on a fait. Donc oui, ça a limité notre croissance au début, mais nous en sommes très fiers, justement. D'ailleurs, comment toi tu gagnes de l'argent? C'est quoi les frais que tu Alors, non, non, appliques les pour frais de Realty? Realty sont très simples. Euh, on prend 10% de la levée. Donc à la levée, nous prenons 10%. C'est la Ok. première, c'est le revenu principal. Après, nous avons 2% du revenu locatif brut que l'on prend euh, toutes les semaines. On prend, bon, c'est tous les mois parce que le locataire paye tous les mois, nous on distribue toutes les semaines, mais on prend 2% du revenu locatif brut. Ça représente un tout petit montant comparé aux 10% qu'on prend sur la levée. Ok. Mais c'est là, c'est régulier, ça permet de grandir aussi. Pour finir, il y a aussi quelques frais qu'on est obligé de mettre si jamais, mais ce n'est pas systématique. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un paye avec une carte de crédit, on est obligé de mettre des frais de carte de crédit de 2%, je pense, parce que nos frais de carte de crédit sont immenses.
C'est comme ça, c'est des valeurs mobilières, c'est en plus des cryptos, c'est considéré à risque. Donc, nos payment processors sont très exigeants, on va dire, pour utiliser un mot gentil. On travaille dessus, c'est en train de réduire. Mais pour ceux qui veulent payer par carte de crédit, il y a ces frais. Et voilà. Mais c'est pas toi qui les prends, en fait, tu les reverses Et après. alors, j'en paye une partie, parce qu'en fait, les frais sont plus que 4%, sont plus de 2%, je veux dire. Mais donc, on les divise, on fait une moitié pour l'utilisateur, une moitié pour Realty. Voilà. Donc, Ok. c'est comme ça. Et puis, on travaille dessus pour les réduire. Quand on sera à un taux normal, on les enlèvera complètement. Mais donc, ça, ce sont des frais, mais ce n'est pas des revenus pour nous, effectivement. Les revenus, c'est vraiment les 10% et les 2% de revenus sur le bien locatif. Et si jamais un jour, on vend la propriété sur le marché immobilier, parce qu'on peut le faire aussi si on a une belle offre, on a une offre qu'on ne peut pas refuser, comme ça semble être le cas sur une de nos propriétés, en ce moment, on peut très bien dire, messieurs les token holders, les actionnaires, on a cette offre, est-ce que vous l'acceptez ou pas? Auquel cas, au moment de la vente, Realty se prendra une commission aussi, mais ça n'a jamais eu lieu en ce moment. Ok, vous avez jamais encore revendu une propriété, donc Non, vous savez pas encore combien les gens, le montant de. non, parce que les gens qui veulent vendre, ben, ils vendent leur token, c'est tout. Alors là, c'est vrai qu'en ce moment, c'est vraiment très circonstanciel. Là, c'est venu hier. On a eu une offre qui est très intéressante. On va la soumettre au token holder. On va voir ce qui va se passer. Ce sera Ok. intéressant. Combien vous avez de propriétés en tout pour l'instant? Très bonne question. On en a 240, je pense. Ok. Et combien d'investisseurs en tout vous avez? Plus de 10 800. Et Et ça combien? représente plus de 1030 ou 1040 baux, différentes unités. Oui, Parce qu'il alors y a des multifamilies. 220 et quelques, Voilà. ok, 220 et Voilà. quelques propriétés, à peu près 1000 unités, Oui. 10 800 investisseurs et les Oui. montants globaux levés, du coup, sur. À peu près, on est entre 55 à 60 millions de dollars qui ont été levés, d'immobilier acheté, etc. C'est comme, Ok. et on grandit rapidement. Très. Euh, on avait parlé ensemble tous les deux de taux de défaillance et tu dis on ne suit pas forcément ce chiffre de manière c'est pas évident à calculer en fait Le taux de parce défaillance que des locataires? des, lo- des loyers en fait le nombre de Oui. semaines ou le nombre de mois de loyers qui Les n'ont pas été impayés, payés. les impayés et les défauts de paiement, etc., ça fait partie du métier. Souvent, quand on évalue la fiche ou le bien, on inclut le taux de défaillance moyen de la région dans le revenu escompté net. C'est aussi une question de présentation. Vous avez parlé du cauchemar français dans le cas d'une éviction, etc. C'est vrai. Mais c'est vrai aussi qu'il y a des professionnels qui travaillent très bien en France, qui n'ont jamais eu ce cas parce qu'ils ont fait une très bonne sélection de locataires en amont, ils ont travaillé, ils ont su hésiter, etc. C'est un peu pareil dans les impayés ou dans le taux de vacances. Il peut y en avoir un par région. Ceci étant, il y a aussi tout un travail à faire en amont dans la sélection du locataire, dans la subvention, dans les programmes de subvention qui existent pour le locataire, qui est aussi une expertise que nous avons. Donc, nous travaillons beaucoup dans ce qu'on appelle aux États-Unis les S8, section 8. Section 8, c'est un programme de subvention aux locataires, pas à la propriété, aux locataires. C'est depuis Obama. Avant, c'était la propriété dans la suite, mais ça a créé des ghettos, ça a créé des machins, c'était pas bienvenu. Obama a tout changé. Il a dit aujourd'hui, n'importe qui peut vivre de n'importe où, peu importe ses moyens, tant que le propriétaire a des propriétés à certaines normes de sécurité, de machin, de trucs, qu'il De accepte un tel salubrité. loyer et que le locataire en a besoin. Donc, le gouvernement paye le loyer du locataire, non pas du landlord dans sa propriété, du propriétaire pour sa propriété. Donc, le locataire vient, il dit, moi, je gagne tant. Le locataire, voici la maison, elle a passé toutes les normes d'inspection. Le programme fédéral, donc c'est un programme fédéral, dira, on vous subventionne à hauteur de 100%, 60%, 50%, il y a une part, et au fur et à mesure que le locataire gagne de plus en plus d'argent, s'il est promu dans son job et dans son truc, eh ben, le gouvernement fédéral aidera de moins en moins. Et c'est comme ça que ça marche depuis Obama et ça marche très très bien. Ça a permis une mixité des quartiers, ça a permis beaucoup plus de dignité, respectabilité de tout le monde. C'est vraiment un très très bon programme qui a été mis en place. Nous avons beaucoup de ces
locataires de ce programme S8. Donc, dans ce cas-là, les revenus sont garantis par le gouvernement fédéral. Dans ce cas-là, il n'y a pas de taux de vacances. Oui. C'est pour ça que j'ai dit tout ça. Voilà. Donc, on a démarré à Realty avec ça justement pour enlever cet aspect-là. Maintenant, nous avons grandi, nous ne faisons pas que du S8, nous avons beaucoup d'autres types de propriétés. Donc, effectivement, il faut incorporer ça. Ça fait partie de la réalité du business. Jusque-là, notre track record a été remarquable. En France, tu as un niveau de risque, alors je suis pas sûre que ce soit que français d'ailleurs, hein, je crois pas, mais tu as un niveau de risque des produits financiers qui est évalué de 1 à 7, mais pas l'immobilier qui est un produit très particulier. Est-ce que vous êtes soumis à une certaine standardisation de l'évaluation du niveau de risque lié à l'investissement Realty? Pas dans ce Ok. cas-là. Non, parce que il y a ça sur les produits financiers, hein, les fonds, etc. Je vais me renseigner. Ça, par contre, je vais me Mais renseigner, Delphine, ça m'intéresse beaucoup. S'il faut que je le mette sur le site pour des investisseurs européens, je le mettrai avec plaisir, évidemment. je sais pas trop. J'en prends note tout de Je suis suite. sûre que tu sais très bien vers qui te tourner, Oui, mais je saurais je sais pas. très bien. Ouais. Je sais très bien. Comme je l'ai dit, j'ai des avocats. Nous avons des avocats en Europe qui travaillent très bien et qui nous conseillent et qui nous tiennent par la main pour évoluer justement dans les méandres juridiques locaux. Alors, en 2019, il faut le savoir, l'harmonisation européenne était plus fiction que réalité dans le domaine dans lequel Realty œuvre. Aujourd'hui, en 2022, elle est réelle. Il y a réellement une harmonisation européenne qui se fait, qui s'est faite et qui nous aide beaucoup. Et ça fait plaisir. On fait des choses bien. Ah oui, On fait des choses mais c'est bien. remarquable parce qu'en plus, j'ai vu l'évolution au premier rang. Donc, c'est assez génial. Parfait, Jean-Marc. Bah, écoute, je crois que j'ai fait le tour de toutes mes questions. La dernière, c'est qu'alors, même si tu vas pas proposer des biens européens tout de suite, ça viendra à la fin de l'année. Bon, il y a d'autres biens, de toute façon, sur la plateforme. Donc, voilà, pour toute personne qui est intéressée, qui a envie de... Est-ce que tu as des équipes qui répondent un peu à toutes les questions ou c'est assez Absolument. autonome comme process? Ok. Alors, on vous tient par la main dans le process entièrement sur le site. Vous faites ça, vous mettez les étapes, on vous truc. Mais ceci étant, il y a la petite bulle orange en bas. Vous cliquez dessus, c'est le soutien. Ils sont hyper réactifs, hyper sympas et ils feront encore plus pour vous. Et on a tous les réseaux sociaux. On a une communauté très bienveillante qui a créé plein de tutoriaux, plein de façons de faire dans les cas particuliers, dans les trucs, sur Telegram, sur Discord aussi. N'hésitez pas, les liens sont sur le site web realty.co, les liens sont en bas, vous allez voir tout de suite les liens vers Telegram, Twitter, etc. Notre communauté Telegram est très active et j'encourage vraiment les gens à les rejoindre, à parler, à poser des questions, à regarder les tutos, les visionniers. C'est vraiment, ils sont très bien faits et puis lancez-vous, c'est 50 € et en plus, si vous n'êtes pas content, vous pouvez le revendre quand vous voulez. Je t'avais promis que je le ferais et j'ai pas eu le temps avant qu'on enregistre cet épisode. Mais entre le moment où j'enregistre cette conversation avec toi et le moment où j'enregistrerai l'introduction et la conclusion, je vais essayer de me mettre sur la plateforme en espérant qu'il y ait des projets éventuellement en cours à financer. Mais ça m'intéresse. Alors évidemment, j'aurais pas un retour à vous refaire sur le parcours complet, voilà. Mais en tout cas, je pourrais vous faire un retour sur le début du parcours de l'expérience, avec probablement walletless. Voilà, Probablement. avec l'interface walletless, ce sera très simple, très rapide. Je suis pas sûre que je me lance dans la complexité du wallet tout de suite. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est important aussi pour tous les gens qui sont déjà dans la cryptosphère. Écoutez, vous savez déjà toutes ces choses et donc, vous allez vous faire une appréciation de Realty, etc. par rapport à toute cette conversation. Ça m'intéresse aussi de pouvoir parler à tous ceux qui, comme moi, en fait, n'ont pas encore franchi le cap, regardent ça un petit peu à distance, et de pouvoir vous faire un retour. Donc, je vous fais ça. Je touche du bois, mais je vous promets que je vais faire ça en tout cas avant d'enregistrer l'introduction et la conclusion. Donc voilà, vous aurez mon retour dans la conclusion. Comme ça va vous inviter à écouter l'épisode jusqu'au bout. Merci Jean-Marc. Merci beaucoup Delphine. Donc Realty, REALT. .co. .co. Ah mais j'allais dire .com, mais .co. Non. Realty.co. REALT.co.
Co. Voilà. Merci encore Jean-Marc. Et puis, voilà. Bah, c'est tout. Moi, les auditeurs, je vous dis. Merci beaucoup de m'avoir reçu. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup à tous les auditeurs. Laissez-vous, laissez votre curiosité agir et puis laissez-nous Ouais. vous accompagner dans cette aventure. On se retrouve très bientôt, nous, pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye. Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'au bout de cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez évidemment pas à le partager à votre entourage. Vous l'avez compris, même si le Web3 c'est pas tout à fait mon univers de prédilection, je suis fascinée. Je suis fascinée littéralement par les possibilités offertes par ces technologies et tout ce qu'on peut faire et tout ce que nous a décrit Jean-Marc. J'ai donc, comme je vous l'ai dit, testé Realty. Le bâtiment par contre pour lequel j'ai souscrit à une fraction d'un peu plus de $50 est encore en cours de commercialisation, en tout cas au moment où j'enregistre cet épisode. Du coup, je n'ai pas encore touché de loyer puisque le bien est pas encore acheté. J'ai donc opté, moi, comme je vous l'avais dit, pour l'interface walletless parce que je n'ai pas d'environnement configuré pour héberger des tokens. Donc évidemment, mes possibilités sont limitées de ce fait parce que je n'ai notamment pas accès à l'effet de levier qu'a décrit Jean-Marc dans l'épisode. La procédure d'inscription est très rapide, très simple. Je pense que le site pourrait être encore un petit peu plus user-friendly, notamment pour les gens comme moi qui sont moins familiers du Web3, mais honnêtement, il y a assez peu de jargon sur le site, un petit peu, c'est la barrière, mais je pense honnêtement que je passerai cette barrière pour passer sur la version avec un wallet parce que ça me paraît être une bonne porte d'entrée pour que je puisse découvrir cet environnement-là. Je n'avais pas le temps de le faire malheureusement avant la diffusion de cet épisode. À l'heure où il va devenir très compliqué d'obtenir des financements bancaires intéressants, je pense que ce type d'investissement a de quoi séduire de plus en plus de gens pour qui, évidemment, la barrière technologique ne sera pas un problème. Voilà pour aujourd'hui et pour cet épisode sponsorisé en partenariat avec Realty. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.